Lutèce révélée, la ville romaine, cachée sur la Seine. D'accord, commençons notre histoire doucement. Ce soir, on remonte, très loin, jusqu'aux origines de Paris. Pas la ville lumière étincelante, pas le royaume des rois, mais un petit village tranquille sur les rives de la Seine. Avant que Paris ne soit Paris, elle s'appelait Lutèce, une ville romaine dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. C'est étrange, non? Sous toutes les rues modernes, les cafés et les lignes de métro, il y a un autre monde, des fondations en pierre, de vieux murs, même des bouts de routes romaines. Tout est encore là, juste sous la surface, attendant en silence. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains arrivèrent dans la région et trouvèrent une tribu appelée les Parisii, vivant le long du fleuve. La tribu avait déjà un petit village ici, quelques huttes, des ponts en bois, des marchés et de la fumée qui montait des feux de cuisine. Rien de luxueux, juste une petite communauté vivant de l'eau et du commerce. Les Romains, étant les Romains, regardèrent cela et se dirent « on peut organiser ça mieux ». Alors ils reconstruisirent le village à leur façon, avec des routes, des bâtiments en pierre et un forum, qui était comme une place centrale. Ils le renommèrent Lutes Parisiorum, ce qui signifie littéralement Lutèce des Parisii. Ce n'est pas très facile à dire, mais c'est ce nom qui est devenu Paris. La ville grandit lentement, mais sûrement. Les Romains construisirent des thermes, un temple, et même un petit amphithéâtre où les gens venaient regarder des pièces ou des combats simulés. Si vous vous promenez dans le Paris moderne, certaines de ces ruines existent encore, comme les arènes de Lutèce, cachées entre des immeubles. La plupart des Parisiens passent devant sans se rendre compte qu'ils se tiennent au-dessus de quelque chose de presque 2000 ans. Ce qui est intéressant avec Lutèce, c'est que ce n'était pas une grande ville romaine glamour. Ce n'était pas Rome, pleine de palais en marbre. C'était une petite ville pratique, confortable, connectée aux routes commerciales et facile à défendre grâce au fleuve. Les bateaux glissaient sur la Seine en transportant des marchandises comme le blé, le vin et la poterie. Les gens échangeaient au marché, les enfants jouaient rhum sur les berges et la vie de la ville coulait tranquillement. L'influence romaine changea tout ici. Les routes reliant Lutèce à d'autres villes de la Gaule. Le latin remplaça la langue celtique locale et les coutumes romaines se mêlèrent peu à peu aux traditions locales. Vous pouvez imaginer le mélange, des paysans locaux apprenant à échanger avec des pièces au lieu de biens, des fonctionnaires romains essayant d'expliquer les lois à des gens qui croyaient encore aux esprits de la forêt. D'une manière ou d'une autre, ça fonctionnait. Les Romains savaient faire s'adapter les gens, et Lutèce devint un endroit stable et ordonné. Mais voilà le truc, l'histoire ne reste jamais en place longtemps. Même lorsque Lutèce prospérait, des fissures apparaissaient dans le vaste monde romain. Les armées s'étaient dispersées, les empereurs changeaient plus vite que les saisons, et avec le temps, l'empire qui avait construit la ville commença à s'effacer. Quand les Romains se retirèrent finalement, ils laissèrent derrière eux leurs routes, leurs murs, et les fondations de ce qui deviendrait Paris. Si vous êtes déjà allé sur l'île de la Cité, la petite île au milieu de la Seine, c'est là que se trouvait le cœur de Lutèce. Ce petit bout de terre, là où se dresse aujourd'hui la cathédrale Notre-Dame, était le centre du Paris romain. C'est incroyable quand on y pense, non? 2000 ans d'histoires humaines superposées sur quelques mètres carrés. Alors, pourquoi Lutèce est-elle importante? Parce que c'est là que tout a commencé. Chaque route, chaque pont, chaque marché qui viendra plus tard puise ses racines dans ce petit village romain. C'est le début discret d'une ville qui deviendra plus tard un symbole de culture, de pouvoir et d'art. Nous parlerons plus tard de son expansion, quand la ville troqua ses huttes de bois contre des murs de pierre et commença à se transformer en Paris médiéval. Mais pour l'instant, il suffit de savoir qu'avant tous les rois, avant les cathédrales et les révolutions, il y avait Lutèce, la modeste ville romaine cachée sous le Paris moderne. Si vous êtes toujours réveillé et que vous aimez ce voyage tranquille à travers l'histoire, mettez un like à cette vidéo pour atteindre notre objectif de 1000 likes. Et quand vous serez prêts, nous avancerons pour voir comment cette petite ville romaine est devenue peu à peu la ville que nous connaissons aujourd'hui. L'arrivée des rois, l'empreinte carolingienne sur Paris. Parlons maintenant d'une époque où Paris commença à changer d'une manière qui allait marquer son avenir pendant des siècles. Les Romains étaient partis, les vieilles rues et ponts étaient toujours là, mais de nouveaux dirigeants arrivaient, les rois carolingiens. Ce n'étaient pas des rois comme les autres, ils avaient de grands projets pour la ville, et leur arrivée fut un tournant pour Paris. Avant les Carolingiens, Paris ressemblait plus à une collection de quartiers le long de la Seine qu'à un véritable centre de pouvoir. Mais ces rois voulaient en faire un hub, un lieu où les décisions se prenaient,
où religion, commerce et politique se rejoignaient. Leur approche était pratique. Ils commencèrent tous par l'ordre, rues, marchés et organisation de la ville. Tout devait avoir du sens si Paris voulait devenir le cœur d'un royaume. L'une des premières choses qu'ils firent fut de renforcer les défenses de la ville. Les murs qui avaient fonctionné par le passé ne suffisaient plus. Les Carolingiens les consolidèrent et firent attention aux portes et aux points clés le long du fleuve. Ils savaient que contrôler Paris signifiait la protéger. Il ne s'agissait pas seulement de montrer le pouvoir, il s'agissait de rendre la ville sûre pour que les gens puissent y vivre, travailler et commercer sans craindre constamment les raids. La religion joua aussi un rôle important dans leur stratégie. Les Carolingiens s'appuyèrent sur l'Église pour renforcer leur autorité, les monastères se développèrent, les églises étaient entretenues, et les conseillers du roi comprenaient souvent des ecclésiastiques influents. Il ne s'agissait pas seulement de foi, c'était une alliance qui légitimait leur pouvoir. Et cette attention précoce portée à la religion commença à façonner l'identité de la ville, bien avant Notre-Dame ou les autres grandes cathédrales que nous évoquerons plus tard. La vie dans les rues changea sous les Carolingiens. Les marchés devinrent plus stables car les rois veillaient à ce que les règles soient respectées, les taxes collectées équitablement et que les commerçants puissent travailler sans interruption constante. Les gens remarquaient que la ville était mieux organisée, plus prévisible, ce qui facilitait la planification de leurs affaires et de leurs maisons. Artisans, marchands et même paysans commencèrent à voir Paris comme un endroit dans lequel investir. Plus tard, cette stabilité alimenterait l'essor économique de la ville, mais tout commença ici. Bien sûr, tout le monde n'était pas content. Certains leaders locaux et communautés durent s'adapter à ce nouveau système de pouvoir. Il y eut de petites tensions, des négociations et quelques conflits, mais les Carolingiens étaient prudents. Ils combinaient présence militaire, autorité religieuse et règles administratives, ce qui leur permit de garder le contrôle sans provoquer de révoltes ouvertes. Leur méthode était délibérée, instaurer l'ordre, gagner la confiance et construire la ville comme siège fiable du pouvoir. La vie publique changea aussi. Les rois étaient très attentifs aux apparences. Ils veillaient à ce que leurs processions, annonces et cérémonies soient visibles des habitants. Ce n'était pas de la simple ostentation, c'était pour montrer que Paris était désormais une ville centrale d'un royaume en expansion. Les gens pouvaient voir qui commandait, comprendre les règles et sentir la différence entre l'époque romaine et cette nouvelle ère. Quand les Carolingiens s'installèrent, Paris passa de la simple survie après la chute de Rome à une ville structurée, gouvernée et ambitieuse. Les Russes étaient mieux organisés, les marchés plus fiables et les fondations pour les écoles, palais et cathédrales futures se posaient discrètement. C'est intéressant, car ce chapitre relie directement la suite avec le pouvoir royal, la croissance économique et l'influence religieuse. Les Carolingiens préparèrent le terrain sans encore réaliser de grandes œuvres architecturales. En résumé, l'arrivée de ces rois fit de Paris une vraie ville de pouvoir. Il ne s'agissait pas de batailles spectaculaires ou de moments éclatants, mais d'organisation, de stratégie et de changements progressifs. Les Carolingiens combinèrent règles, stabilité et foi pour faire de Paris un lieu où les gens voulaient vivre, travailler et prospérer. Tout ce qui suivit, des palais royaux aux marchés animés, commença parce que ces rois décidèrent d'imprimer leur marque sur la ville. Paris n'était plus seulement une ville, elle devenait le centre d'un royaume, et les Carolingiens en furent les artisans, pas à pas. La ville assiégée, murailles, portes et défenses médiévales. Le Paris médiéval dut apprendre à se protéger, et la manière dont il le fit influença plus que nous ne l'imaginons la vie quotidienne de ses habitants. À cette époque, les menaces n'étaient pas abstraites, elles étaient bien réelles. Raids, seigneurs rivaux et armées étrangères pouvaient surgir à tout moment, et la ville devait disposer de systèmes pour survivre. C'est là que murailles, portes et autres défenses entraient en jeu. Elles étaient pratiques, nécessaires et profondément influentes sur la croissance de la ville. Les premières murailles furent construites pour survivre. Paris n'était alors pas une ville étendue, mais compacte, avec des quartiers regroupés le long de la Seine. Mais même sur un petit territoire, se défendre contre les envahisseurs demandait une planification minutieuse. Les murs délimitaient le centre protégé et la campagne environnante. Ils n'étaient pas que des barrières, ils symbolisaient l'organisation et la maîtrise de la ville. À l'intérieur, la vie pouvait continuer relativement normalement. À l'extérieur, le monde était incertain. Les portes jouaient un rôle central. Chaque ouverture était à la fois un accès et une vulnérabilité.
Les gardes surveillaient les entrées, percevaient des taxes et réglaient le commerce. Les portes devenaient des lieux d'activité. Marchés, haltes pour voyageurs, diffusion d'informations. Vivre près d'une porte signifiait commodité commerciale, mais aussi vigilance constante. Certaines portes étaient fortifiées de tours pour repousser les assaillants, tout en surveillant la vie urbaine. Les tours offraient des points de vue élevés, essentiels pour repérer les menaces. Pendant un siège, elles devenaient cruciales pour archers et guetteurs. Certaines servaient aussi de logement pour les gardes ou de bureaux administratifs. Ces tours rappelaient en permanence aux habitants que la sécurité était indispensable. La disposition des rues et des quartiers fut également influencée par ces besoins défensifs. Ruelles étroites et sinueuses ralentissaient les envahisseurs, menant souvent à des places ou points de concentration pour les défenseurs. Murs, portes et tours façonnaient marchés et zones résidentielles. La Seine constituait une défense naturelle et un atout stratégique. Certains ponts pouvaient être détruits pour ralentir les assaillants. L'accès à l'eau était vital pour la survie lors des sièges, intégrant puits, citernes et points de contrôle fluviaux. Les sièges affectaient tout le monde. Citoyens et soldats devaient rationner nourriture et eau, protéger maisons et commerces. Les événements pouvaient durer des jours ou des semaines, testant la cohésion de la ville. Les fortifications évoluaient avec les menaces. Les Carolingiens initièrent certaines murailles significatives, mais les générations suivantes les renforcèrent et les étendirent. Quartiers nouveaux nécessitaient des murs ou postes avancés. Ponts, portes et tours s'adaptaient aux besoins militaires et à la croissance urbaine. La défense influençait aussi l'organisation sociale. Habiter près des murs impliquait rôles et responsabilités spécifiques. La vie économique était liée à la sécurité. Marchés prospéraient près des portes, mais sous contrôle strict et taxes plus élevées. Ces structures renforcèrent l'autorité. Murs et portes démontraient pouvoir et cadre légal, et façonnaient les comportements et priorités des habitants. À la fin du Moyen Âge, Paris était une ville où défense, gouvernance, économie et vie sociale s'entrelaçaient. Les murailles et portes n'étaient pas que militaires, elles étaient le squelette d'une ville vivante, influençant commerce, administration, communauté et culture. Palais du pouvoir, de l'île de la Cité au Louvre. Quand on parle du cœur du Paris médiéval, il est impossible d'ignorer les palais. Ils n'étaient pensés pas seulement des bâtiments, ils incarnaient le pouvoir. À l'époque, l'autorité n'était pas une abstraction, elle avait un foyer. L'île de la Cité, au milieu de la Seine, devint le centre de la vie royale. Un lieu où se prenaient les décisions et où la présence du roi se faisait sentir chaque jour pour tous ceux qui vivaient à proximité. Sa localisation n'était pas un hasard. Être au milieu du fleuve offrait défense naturelle, visibilité et contrôle, donnant au souverain un avantage stratégique sur la ville en expansion. Les premiers palais de l'île de la Cité étaient fonctionnels, mais imposants. Les rois avaient besoin de résidences qui les protégeaient, tout en affichant leur pouvoir. Murs épais, tours de garde et portes soigneusement contrôlées n'étaient pas seulement défensifs, c'étaient des symboles. La vie à l'intérieur de ces murs était organisée et hiérarchisée. Courtisans, gardes, clercs et copistes circulaient dans les halls, portant nouvelles, décisions et ordres qui touchaient tous les coins de Paris. Dehors, la ville pouvait sembler chaotique, mais à l'intérieur du palais, tout avait un rythme et un système. L'architecture jouait un rôle crucial dans l'affirmation du pouvoir. La disposition des pièces, la hauteur des murs, la taille des cours, tout communiquait l'autorité. Depuis la salle du roi, il était possible de surveiller des parties clés de la ville, contrôler les accès le long du fleuve et maintenir son influence sur marchés et quartiers. Être près de la Seine n'était pas seulement pittoresque, c'était pratique. Le fleuve permettait le transport facile des biens et des personnes, tout en créant une frontière naturelle renforçant la dominance du palais. L'île de la Cité n'était pas seulement une résidence, c'était un centre de commandement où se croisaient politique, économie et religion. Avec l'expansion de la ville, la présence royale dut également s'étendre. C'est là qu'intervient le Louvre. Initialement construit comme forteresse, le Louvre reflétait un autre aspect du pouvoir royal, défense et rayonnement. Situé pour protéger le flanc ouest de Paris et affirmer la portée du roi au-delà du fleuve, le bâtiment imposant possédait murs épais, tours et accès stratégiques. Contrairement au palais de l'île de la Cité, symbole de centralité, le Louvre démontrait l'ambition, une projection du pouvoir vers une ville en croissance. La vie à l'intérieur de ces palais mêlait ordre, hiérarchie
et activité constante. La vie de cour obéissait à des règles et routines précises. Réunions, cérémonies et audiences étaient prêtes à programmer créées au détail près et chacun jouait un rôle pour maintenir l'image du pouvoir. Diplomatie, gouvernance, commerce et défense s'exécutaient depuis ces halls. Clercs et copistes n'étaient pas de simples conseillers. Ils étaient essentiels au bon fonctionnement de l'administration. Tout avait un but, et le palais lui-même était un hub reliant personnes, idées et décisions. L'influence des palais se répercutait sur l'urbanisme. Rues et ponts étaient alignés pour faciliter l'accès aux centres de pouvoir. Marchés et espaces publics étaient souvent situés pour que le roi puisse superviser l'activité, tout en maintenant le contrôle. Fortifications et défense ne se limitaient pas aux murs, elles structuraient tout le quartier. La ville se développa littéralement autour des palais, et la proximité de l'autorité royale devint un facteur déterminant du fonctionnement urbain. La sécurité était une préoccupation constante, tours offrant des points de vue pour surveiller rues et fleuves, portes contrôlant les entrées et sorties, cours gardées n'autorisant l'accès qu'aux personnes autorisées. Ce contrôle physique ne protégeait pas seulement le monarque, il façonnait la vie quotidienne des citoyens. Proximité du palais signifiait pouvoir, protection et opportunités économiques, mais aussi surveillance et réglementation. Les palais servaient également de centres culturels. Cérémonies, banquets et événements publics se tenaient dans de grandes salles. Documents, lois et registres y étaient établis. Les décisions prises à l'intérieur se répercutaient sur toute la ville, influençant commerce, fiscalité et ordre social. Les palais n'étaient pas isolés. Ils étaient au cœur de la vie urbaine, façonnant le quotidien, le travail et les interactions. L'évolution stratégique de l'île de la Cité au Louvre illustre plus qu'un changement architectural. Elle montre l'adaptation des souverains à une ville en croissance. Le palais de l'île représentait l'autorité centrale, le contrôle immédiat et la visibilité, tandis que le Louvre incarnait ambition, expansion et projection du pouvoir sur un territoire plus vaste. Ensemble, ils montrent comment les rois médiévaux utilisaient l'espace pour consolider leur autorité et gérer un environnement urbain complexe. Socialement, la présence des palais affectait subtilement la vie des habitants. La proximité du pouvoir signifiait opportunité, privilèges commerciaux, accès aux événements de cour, protection. Elle organisait aussi la vie autour des rythmes de la cour. Parisiens et commerçants ajustaient leur quotidien au marché, processions et cérémonies officielles. Les rues proches des palais étaient plus animées, régulées et souvent plus sûres, tandis que les quartiers éloignés développaient leur propre système de gouvernance et de commerce pour maintenir l'ordre. Même la ville moderne garde la trace de ces décisions. L'influence des palais médiévaux a façonné non seulement l'espace physique, mais aussi les relations des citoyens avec l'autorité et l'espace public. Aujourd'hui, l'île de la Cité reste un point central, et le Louvre, devenu musée, symbolise toujours le lien entre pouvoir, culture et évolution urbaine. En résumé, les palais médiévaux de Paris étaient plus que des résidences, ils étaient centres de gouvernement, de sécurité et de culture. De l'île de la Cité au Louvre, ils ont façonné le fonctionnement de la ville, la vie des habitants et l'expérience de l'autorité. Les bâtiments eux-mêmes, les quartiers environnants et les rythmes quotidiens étaient influencés par ces centres de pouvoir. Les palais n'étaient pas seulement la demeure des rois, ils organisaient, contrôlaient et façonnaient la ville, laissant un héritage toujours visible à Paris, du passé au présent, comment le Paris médiéval a façonné la vie moderne. Se promener dans Paris aujourd'hui, c'est facile d'oublier que beaucoup de la disposition, de la culture et de la vie quotidienne de la ville viennent directement de ses racines médiévales. Les ruelles sinueuses, les ponts sur la Seine, le sentiment d'interconnexion des quartiers, ce ne sont pas des choix esthétiques. Ce sont les échos d'une époque où Paris se transformait d'une colonie romaine en capitale d'un royaume en expansion. Comprendre le fonctionnement de la ville médiévale permet de mieux saisir pourquoi Paris fonctionne ainsi aujourd'hui. Les rues d'abord. Les visiteurs modernes admirent souvent leur charme, sans savoir pourquoi elles sont si irrégulières. Paris médiéval n'avait pas de plan directeur, les rues se sont développées organiquement. Les chemins étaient tracés par marchands, artisans et habitants allant de leur domicile au marché. Avec le temps, ces chemins devinrent des rues permanentes, créant des ruelles sinueuses et parfois déroutantes. Certaines suivaient des cours d'eau ou les contours de la Seine, d'autres reliaient églises, portes de ville et marchés.
Cette croissance organique explique le caractère labyrinthique de Paris, façonné par la vie médiévale plutôt que par des lignes droites. Les marchés jouaient un rôle central. Les Parisiens médiévaux dépendaient fortement du commerce, et les places étaient à la fois centres économiques et sociaux. Poissonniers, boulangers et artisans occupèrent les rues, tandis que les places publiques accueillaient foires, festivals et rassemblements. Les règles de marché établies à l'époque régulaient le commerce et garantissaient équité et protection. Elles attiraient marchands locaux et étrangers. Les marchés modernes, comme les halles, sont les héritiers directs de ces hubs médiévaux, tout comme l'énergie sociale des échanges et discussions. L'éducation et la vie intellectuelle sont un autre héritage. Des premières écoles cathédrales aux universités, Paris devint un centre de savoir. Scribes, érudits et clercs étaient essentiels pour enregistrer, rédiger et préserver la connaissance. La culture intellectuelle du Paris médiéval fit de la ville un carrefour d'échanges. Aujourd'hui, le quartier latin, avec ses universités et bibliothèques, perpétue cet esprit, avec cafés, librairies et amphithéâtres rappelant la soif de savoir médiéval. L'architecture montre aussi le lien évident avec le passé. Cathédrales gothiques, palais et maisons modestes reflètent des choix vieux de plusieurs siècles. Notre-Dame, Sainte-Chapelle ou l'Hôtel de Ville n'étaient pensés pas que fonctionnels. Ils affirmaient un pouvoir, foi et fierté civique. Les petites maisons le long des ruelles servaient ateliers, logements et entrepôts simultanément. La nécessité d'efficacité et de sécurité a façonné leur conception, encore perceptible aujourd'hui dans l'urbanisme parisien. La vie sociale garde des racines médiévales. Festivals, foires et célébrations rythmèrent la ville. Les habitants se rassemblaient sur les places pour commercer, assister à des spectacles ou participer à des rituels. La cohésion de quartier était forte, chacun partageant responsabilité et protection. Ce sens de communauté persiste dans des quartiers comme le Marais ou l'île Saint-Louis, où cafés, places et commerces favorisent les interactions locales. L'organisation politique et administrative doit beaucoup au Moyen Âge. Les quartiers étaient encadrés par des responsables locaux redevables aux autorités supérieures, assurant une gouvernance efficace malgré l'expansion urbaine. La municipalité moderne, la police de quartier et les conseils locaux descendent directement de ces structures, démontrant la continuité des principes médiévaux. La Seine, cœur de la ville, a toujours été centrale. Autrefois, elle servait d'autoroute pour le commerce, de source d'eau et de défense naturelle. Les ponts étaient stratégiques tôt pour le commerce et le contrôle, les quais soutenant marchés et déchargements. Beaucoup de ponts actuels, comme le pont Neuf, remontent à la planification médiévale, influençant rues et bâtiments et structurant l'activité économique et le développement des quartiers. Les guildes ont façonné le commerce et l'artisanat. Elles régulaient métiers et qualités, impactant durablement le travail et l'économie. Aujourd'hui encore, certains quartiers historiques reflètent ces spécialisations, témoignant de l'importance de l'expertise locale et de l'organisation professionnelle. La défense et l'urbanisme ont laissé leur empreinte. Murs, portes et tours guidèrent de la formation des quartiers, le flux des rues et la localisation des marchés et habitations. Même après la disparition des murailles, leur influence structura l'expansion urbaine et l'emplacement des bâtiments clés. La religion influençait quotidien et architecture. Églises et monastères étaient un centre communautaire, éducatifs et sociaux. Leur présence façonnait l'organisation des quartiers, les festivals et jours de marché. Les pratiques culturelles modernes, événements, foires, traditions locales, reflètent ces habitudes médiévales. Les habitudes culturelles perdurent. L'importance des rassemblements publics et festivités crée une vie urbaine valorisant sociabilité et interaction. Cafés, places et événements locaux sont des héritages de cette vie publique médiévale. L'attachement des Parisiens à leur quartier et aux traditions locales reflète cette continuité. Enfin, Paris médiéval influença le droit et la structure sociale. Gouvernance locale, résolution des conflits et réglementation urbaine créèrent stabilité et ordre, fondement de la gestion municipale moderne. Les principes établis alors, responsabilité locale, marché organisé, surveillance de quartier, régissent encore la ville. En résumé, Paris moderne est une ville à strates, chaque rue, place et bâtiment, racontant une histoire médiévale. Ruelles issues des routes commerciales, quartiers centrés sur marchés et églises, traditions éducatives et sociales, architecture et structures publiques témoignent de décisions et pratiques vieilles de plusieurs siècles. La vie quotidienne, marcher, travailler, étudier, socialiser, suit encore les schémas médiévaux.
Paris est une histoire vivante. Ses marchés, universités, guildes et ponts structurent la ville sur des bases médiévales. La ville n'a pas laissé son passé derrière elle, elle l'a construit par-dessus, créant un paysage urbain fonctionnel et plein de caractère. Chaque rue, place et marché portent l'écho des habitants d'autrefois. Leurs choix et routines ont créé un modèle toujours suivi. Les rues, rivières, quartiers et espaces publics sont l'adaptation moderne d'un urbanisme médiéval. Paris vit son histoire au quotidien. Comprendre comment le Paris médiéval a façonné la vie moderne offre une perspective unique. Les rythmes urbains, interactions sociales et structures physiques ne sont pas aléatoires. Ils proviennent de traditions héritées, adaptées et encore influentes dans l'une des villes les plus emblématiques du monde. Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos aventures historiques. Laissez un commentaire pour nous dire quelle partie du Paris médiéval vous a le plus surpris, ou quelle autre époque vous voulez explorer ensuite. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo remplie d'histoires, de secrets et de découvertes du passé. Merci d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. De la boue au mur. Comment Paris a pris forme? Vous savez, le Paris que nous voyons aujourd'hui avec ses rues, ses ponts et ses cafés n'a pas toujours été comme ça. Au début du Moyen Âge, c'était surtout de la boue, des marais et quelques villages épars le long de la Seine. Les gens devaient apprendre à vivre avec le fleuve, pas juste à côté. La Seine était à la fois une ressource et un défi. Elle apportait eau et nourriture, mais les crues pouvaient détruire une maison en une seule nuit. Les premiers habitants choisissaient soigneusement leurs emplacements, surtout sur l'île de la Cité. Être sur une île signifiait une meilleure protection contre les inondations et les rares pillards qui parcouraient les rives. Ils commencèrent par des huttes en bois, des structures simples, et les reliaient par des chemins boueux. Ce n'étaient pas encore des rues, juste des sentiers pour passer d'une hutte à l'autre. La vie était basique et se déplacer était souvent compliqué, surtout après la pluie quand la boue se transformait en un vrai désordre collant. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont ces premiers habitants ont commencé à façonner leur environnement. Ils n'avaient pas de grandes équipes de construction ni de machines lourdes, mais ils apprirent à surélever leurs maisons sur des plateformes en bois et à empiler des pierres pour créer des fondations plus stables. Chaque petite amélioration rendait la vie un peu plus facile. Les ponts apparurent, peu à peu, reliant l'île aux rives, ce qui facilitait le commerce et les échanges. Ces changements simples étaient le tout début de la transformation de Paris en vraie ville. À mesure que les villages grandissaient, les gens se regroupaient naturellement dans les zones les plus sûres et les plus sèches. Cette organisation précoce posa les bases des quartiers, même s'ils étaient minuscules comparés à ce que Paris deviendra. Ceux qui vivaient sur des terrains plus hauts ou mieux drainés avaient souvent un avantage. Ils étaient protégés des inondations, ce qui leur donnait de l'influence dans la communauté. Les habitants commencèrent à prendre des décisions collectives, ou construire des murs, ou creuser de petits canaux, et où placer des espaces communs. Ce n'était pas encore de la planification urbaine, mais c'était le début d'une organisation structurée. Même avec toutes ces améliorations, la ville restait difficile. Les rues étaient boueuses et parfois impraticables. Les hivers apportaient de l'eau glacée, et vivre sur une île signifiait affronter à la fois l'isolement et les éléments. Mais les habitants s'adaptèrent. Les chemins de terre devinrent peu à peu pavés, les maisons passèrent du bois à la pierre plus solide, et de petits murs et digues furent construits pour se protéger des inondations. Chaque petite amélioration permettait au village de grandir un peu plus. Cette période façonna aussi l'organisation sociale. Les communautés se formèrent naturellement, et ceux qui contrôlèrent les meilleures terres ou les hauteurs gagnaient souvent en statut. Les décisions n'étaient pas prises par des rois ou des officiels. Elles l'étaient collectivement par les habitants cherchant à survivre et à rendre leur vie plus facile. Ces premiers choix influencèrent le développement futur de la ville, déterminant l'emplacement des marchés, des églises et plus tard des bâtiments royaux. Il est facile d'oublier que Paris n'a pas toujours été un centre de savoir, de commerce ou de pouvoir. Pendant longtemps, c'était juste des gens aux prises avec la boue, l'eau et le défi de construire quelque chose de durable. Mais ces premiers pas pratiques, huttes en bois, fondations en pierre, ponts et chemins simples, étaient essentiels. Ils créèrent une base qui permit à Paris de grandir et de devenir une ville plus complexe dans les siècles suivants. Alors, la prochaine fois que vous marcherez le long de la Seine ou que vous traverserez un pont parisien,
Souvenez-vous que les rues sur lesquelles vous marchez étaient autrefois des sentiers boueux et que le sol solide sous vos pieds repose sur des siècles de solutions simples. De la boue au mur, Paris commença petit, pratique et déterminé, et c'est exactement ce qui l'a mis sur la voie de devenir la ville que nous connaissons aujourd'hui. Quand la foi s'empare de la ville, les églises qui ont transformé Paris, soyons honnêtes, quand la plupart des gens pensent qu'il y a Paris, ils imaginent l'art, le romantisme, les cafés, peut-être la tour Eiffel. Mais bien avant tout ça, ce qui définissait vraiment cette ville n'était ni la mode ni la gastronomie, c'était la foi. Et pas seulement une foi personnelle, mais une foi qui a littéralement remodelé les rues, la silhouette de la ville et le quotidien des Parisiens. Il y a plus de 1000 ans, vous n'auriez pas trouvé une capitale glamour. Vous auriez vu un petit village boueux essayant encore de trouver son identité après la chute de Rome. Et puis, doucement, quelque chose a commencé à se passer. Le christianisme se répandait en Europe, et Paris, ou Lutèce, comme l'appelèrent les Romains, commença à changer. De petites chapelles en bois surgirent là où se dressaient autrefois des temples. Les gens commencèrent à se rassembler pour prier plutôt que pour commercer. Et bientôt, le centre de la ville n'était plus le marché, c'était l'église. L'un des premiers grands tournants est l'histoire de Saint-Denis. Il était un missionnaire chrétien envoyé à Paris à une époque où le territoire était encore majoritairement païen. Selon la légende, lorsqu'il fut exécuté, il ramassa sa tête et continua à marcher, prêchant en chemin. C'est une histoire qui semble folle aujourd'hui, mais à l'époque, elle devint légendaire, suffisamment pour que l'on construise un sanctuaire là où il serait tombé. Ce sanctuaire devint la basilique Saint-Denis et plus tard, le lieu de sépulture des rois de France. Cette seule église changea la perception que l'on avait de Paris. Soudain, ce n'était plus juste une ville, c'était un lieu sacré. Au fil des ans, les églises devinrent le cœur battant de la ville. Elles n'étaient pas seulement des lieux de prière, c'était là que tout se passait. Si vous étiez malade, les moines vous soignaient. Si vous étiez pauvre, vous pouviez recevoir nourriture ou abri. Si vous ne saviez pas lire, les murs de l'église racontèrent des histoires à travers les vitraux. Ces bâtiments étaient les premiers hôpitaux, écoles et centres communautaires de la ville, bien avant que ces idées n'existent sous leur forme moderne. Ce qui est fascinant, c'est qu'au fur et à mesure que les églises apparaissaient, la ville commença littéralement à se construire autour d'elles. Les routes, les marchés, et même les quartiers se façonnaient selon l'emplacement des églises. Avec le temps, Paris développa son célèbre réseau de rues étroites et de cours intérieures parce que les gens voulaient vivre près de leur chapelle ou monastère local. D'une certaine manière, la foi ne guidait pas seulement les croyances, elle guidait aussi l'urbanisme. Bien sûr, une fois que l'Église devint centrale dans la vie parisienne, elle devint aussi puissante. Les rois comprirent que contrôler la religion signifiait contrôler le peuple. Les évêques devinrent des acteurs politiques. L'Église collectait de l'argent, possédait des terres et avait souvent plus d'influence que les représentants royaux. Vous imaginez la tension que cela causait, et croyez-moi, cette lutte entre l'Église et la couronne deviendra une grande histoire plus tard. Pourtant, malgré tout ce pouvoir et cette politique, il est facile d'oublier l'importance de ces églises pour le quotidien des gens. Le son des cloches rythmait la journée, quand se lever, quand arrêter de travailler, quand se reposer. Les fêtes liées au calendrier religieux donnaient chacun quelque chose à attendre avec impatience, et l'idée que, peu importe la difficulté de la vie, on pouvait entrer dans une église, allumer une bougie et trouver du réconfort, c'est ce qui faisait vivre la ville. Au Moyen Âge, Paris était rempli d'églises grandes et petites. Chaque quartier en avait une. Puis vint le moment où Paris voulut se surpasser, le début d'une immense cathédrale qui prit des siècles à être achevée, Notre-Dame. Mais nous parlerons de ce chef-d'œuvre plus tard, car il mérite sa propre histoire. Ce qui importe ici, c'est que la foi donna à Paris médiéval un sens et un but. Il ne s'agissait pas de vision grandiose ou de richesse. Il s'agissait d'appartenir, d'avoir un endroit où aller quand le monde extérieur était imprévisible. Les guerres venaient, les dirigeants changeaient, les maladies se répandaient, mais les églises restaient solides. Elles apportaient stabilité à la ville quand presque tout le reste semblait incertain. Même aujourd'hui, en traversant Paris, ces vieilles églises sont toujours là, nichées entre cafés, librairies et appartements. La plupart des gens ne réalisent pas que ces bâtiments de pierre tranquille furent autrefois le centre de l'univers pour ceux qui y vivaient. Quand la foi s'empara de la ville, elle ne façonna pas seulement les croyances, elle façonna le monde des gens.
Paris devint non seulement une ville avec des églises, mais une ville construite grâce à elles. Et cette fondation, croyez-le ou non, tient encore debout des siècles plus tard. Chaos barbare, Paris. Survie au Moyen Âge. Revenons à une époque où Paris n'était pas la ville des Lumières, du romantisme ou de la mode. En fait, elle survivait à peine. Imaginez un petit village sur une île au milieu de la Seine, chemin boueux, bâtiments en ruine, et des habitants essayant juste de passer une semaine de plus. C'était Paris pendant le Moyen Âge, et le nom lui allait bien, parce que la vie à cette époque était exactement ça, sombre. Lorsque l'Empire romain s'effondra au 5e siècle, tout ce qu'ils avaient construit, ordre, route, sécurité, disparut. Les soldats partirent, les lois s'évanouirent, et soudain, le monde devint un chaos total. Des tribus barbares comme les Francs, les Wisigoths et les Vandales se disputèrent les terres, et au milieu de tout ce chaos, une toute petite ville qui portait encore son nom romain, Lutèce. On ne pouvait plus vraiment appeler ça une ville, c'était plutôt l'ombre d'une ville. La plupart des grandes structures romaines s'effondraient. Les thermes et temples en pierre qui autrefois impressionnaient étaient soit abandonnés, soit transformés en abris. Les quelques habitants restants devaient se défendre, récupérant des matériaux dans les ruines pour construire des murs autour de ce qui restait. Il n'était plus question de confort ou de beauté, c'était juste survivre. Ici, Paris avait un grand avantage, la géographie. Le village principal était sur l'île de la Cité, cette petite île au milieu du fleuve. Avec des ponts facilement détruits en cas d'attaque, elle servait de forteresse naturelle. Ainsi, pendant que les pillards brûlaient des villages en Gaule, les Parisiens pouvaient ni se replier sur leur île, couper les ponts et attendre. Ce n'était pas glamour, mais ça fonctionnait. Mais survivre ne dépend pas que des murs, il y a aussi le moral. Et sur ce plan, Paris avait quelqu'un qui fit toute la différence. Elle s'appelait Geneviève, plus tard connue sous le nom de Sainte Geneviève, et elle fut comme la chef non officielle de la ville quand tout s'effondrait. Quand Attila le Hun et son armée essayaient censés se diriger vers Paris, les habitants paniquèrent. Ils voulaient fuir, tout abandonner. Geneviève les convainquit de rester, de tenir bon, et, d'une manière ou d'une autre, Attila changea de cap. Foi, chance ou leadership avisé, qui sait, mais les gens crurent qu'elle sauva la ville. Après cela, elle devint un symbole d'espoir. Et honnêtement, au Moyen Âge, l'espoir était rare. La nourriture manquait, le commerce était mort, et les habitants reconstruisaient constamment ce qui avait été détruit. Mais cette petite île dans la Seine, ce petit bout de terre obstiné, refusait de céder. Puis vinrent les Francs, l'une des tribus barbares les plus puissantes. Leur arrivée changea complètement l'avenir de Paris, mais nous en parlerons plus tard avec les Carolingiens. Pour l'instant, retenez ceci. Quand leur roi Clovis prit le pouvoir, il intégra Paris à son royaume grandissant. Ce geste marqua le début de quelque chose de grand, le premier vrai pas du chaos vers la stabilité. Même avec les Francs aux commandes, la vie quotidienne ne s'améliora pas du jour au lendemain. La ville restait petite, sale et souvent en danger. La plupart des gens ne savaient pas lire, et seuls les moines dans des pièces faiblement éclairées consignaient l'histoire, copiant les textes à la main. Les Parisiens ordinaires étaient paysans, commerçants ou artisans, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour survivre. Mais petit à petit, Paris commença à se reconstruire. Les vieilles pierres romaines furent réutilisées pour de nouveaux bâtiments. Des églises apparurent là où se dressaient autrefois des temples. La foi devint une sorte de col qui maintenait la communauté unie. Et on voit comment cela posa les bases pour les grandes églises médiévales et l'essor de Notre-Dame. Mais ça, c'est pour une autre fois. À la fin de cette période dite sombre, Paris n'était pas encore une grande ville. Elle était petite, rugueuse et fatiguée, mais vivante. Et c'est ce qui comptait le plus. Elle avait survécu aux guerres, aux invasions, aux épidémies et à la famine. Chaque fois qu'elle tombait, elle se relevait. Cette résilience devint partie intégrante de l'ADN de la ville. Alors, quand vous pensez au Paris médiéval, ne vous imaginez pas seulement des cathédrales et des rois. Souvenez-vous de cette version, celle qui rampait hors du chaos et s'accrochait à la vie sur une petite île de la Seine. Car sans cette phase dure et rugueuse, il n'y aurait pas eu de Paris pour s'élever vers la grandeur plus tard. Le Moyen Âge n'était pas une question de gloire, c'était une question de survie. Et d'une manière ou d'une autre, à travers toute la destruction et l'incertitude, Paris réussit à faire ce qui comptait le plus, rester debout. Et c'est là que l'histoire commence vraiment à tourner. Car à partir de ce moment, la ville commence à croître, à se reconstruire et finalement
a brillé. L'argent parle. Comment les marchés ont fait prospérer Paris. Revenons à une époque où l'odeur du pain qui sortait du four sur les rives de la Seine se mêlait aux cris des marchands, annonçant leurs prix en 6 langues. On mesurait la richesse de Paris non pas par ses palais, mais par le bruit de ses marchés. Les pièces tintaient, les affaires se concluaient d'une poignée de main, et les fortunes pouvaient changer plus vite que le courant du fleuve. C'était le cœur battant du Paris médiéval, une ville qui vivait non seulement de ses rois ou de ses cathédrales, mais de son commerce. Bien avant que Paris devienne une capitale de l'art et des idées, elle fut une capitale du commerce. L'argent parlait plus fort que les couronnes dans certains quartiers. Les marchés ne vendaient pas seulement des biens, ils construisaient du pouvoir, reliaient les communautés et transformaient les rues boueuses en opportunités d'or. Tout cela remonte au début du Moyen Âge, quand les marchands commencèrent à installer leurs étals le long des ponts et quais. Le petit pont et le grand pont n'étaient pas seulement des passages, c'étaient des artères économiques. Les gens venaient des villages voisins pour vendre laine, grains, cuir et poissons. Peu à peu, ces ponts devinrent des marchés animés, et la Seine le principal axe de la richesse parisienne. Mais ce qui rendait Paris unique par rapport aux autres villes médiévales, ce n'était pas seulement sa position, c'était son organisation. La croissance de la ville fut guidée par des marchands qui savaient transformer le chaos en ordre. Ils formèrent des guildes, des associations puissantes qui contrôlaient qui pouvait vendre quoi, où et avec quelle qualité. Si vous vouliez faire des chaussures, vous rejoigniez la guilde des cordonniers. Si vous brassiez de la bière, vous respectiez les règles des brasseurs. Et si vous essayiez de tricher, vous pouviez être puni, ostracisé ou même interdit de commerce. Ces guildes ne protégèrent pas seulement les profits, elles construisèrent la confiance dans un monde où la fraude était aussi courante que la pluie. Le marché de l'île de la Cité était le cœur de tout cela. Ce n'était pas seulement un lieu pour acheter, c'était là que circulaient les nouvelles, que se formaient les amitiés et même que la politique s'exprimait. Imaginez la scène, des marchands marchandant sous des toits en bois, des moines achetant du parchemin, des paysans vendant des pommes et des collecteurs de taxes surveillant chaque échange. C'était bruyant, chaotique et vivant. Avec le temps, quand les rois capétiens commencèrent à centraliser le pouvoir, ils comprirent quelque chose d'important. Contrôler le commerce, c'était contrôler la ville. Ils réglementèrent donc les marchés, standardisèrent la monnaie et construisirent des halles couvertes pour organiser ce chaos croissant. L'une des premières fut les halles, qui deviendra plus tard le ventre de Paris. Un marché si vaste que les gens plaisantèrent en disant qu'on pouvait s'y perdre rien qu'entre les étals de fromage. Et honnêtement, ils n'avaient pas tort. Mais le commerce n'était pas seulement local. Paris devenait un centre international. Les Anglais apportèrent de la laine, les Italiens des épices, et les marchands flamands du tissu fin. La Seine devint une autoroute commerciale, avec des péniches transportant des marchandises jour et nuit. L'argent qui circulait dans ces eaux finançait la construction de grandes églises, ponts et, plus tard, de cathédrales. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons plus tard. Bien sûr, là où il y a de la richesse, il y a des tensions. Les pauvres voyaient les marchands s'enrichir, tandis que la cour taxait tout le monde autant qu'elle pouvait. Les disputes sur les droits de péage, le commerce et les prix justes étaient constantes. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas? Pourtant, les marchés réussirent à maintenir Paris à flot à travers les crises, sièges, famines et épidémies à venir. Quand tout le reste vacillait, le commerce nourrissait les habitants et maintenait la ville en vie. Autre point qui fit prospérer Paris, le mélange unique d'intelligence et de commerce. Rappelez-vous que la ville devint plus tard célèbre pour ses savants et scribes. Beaucoup venaient de familles de marchands capables d'envoyer leurs fils étudier. D'une certaine manière, les pièces qui tintaient sur les marchés alimentèrent aussi la naissance du savoir. Mais nous garderons cette histoire pour l'essor de l'intelligence. À la fin du Moyen Âge, Paris était devenue l'une des villes les plus riches d'Europe. Non seulement grâce au pouvoir royal, mais grâce aux habitants ordinaires achetant, vendant et s'activant sur les marchés. Chaque miche de pain, chaque rouleau de tissu, chaque cru de vin racontait une histoire d'effort humain et d'ambition. Et si vous marchiez dans ces marchés à l'époque, vous sentiriez une énergie électrique, un mélange de chaos, de créativité et de détermination pure. Cette énergie rendait le Paris médiéval plus qu'une ville, elle en faisait un moteur vivant d'opportunités. La cour régnait depuis les palais, mais le véritable cœur de Paris résonnait dans le tintement des pièces et le bavardage des marchands. Curieusement,
Si vous visitez Paris aujourd'hui et flânez dans un marché de rue, ce même rythme est encore là, des siècles plus tard. Les voix, les couleurs, le pouls du commerce. L'argent parle toujours. Et au Paris médiéval, il résonnait plus fort que jamais. L'essor de l'intelligence, la naissance de l'apprentissage parisien. Quand on pense à Paris aujourd'hui, on imagine des universités animées, des bibliothèques et des cafés remplis d'étudiants. Mais tout a commencé à une époque où apprendre n'était pas un simple choix. C'était rare, précieux et jalousement protégé. Au début du Moyen Âge, Paris commença à se forger une réputation de centre d'apprentissage, bien avant de devenir le cœur des rois et des cours que nous verrons plus tard. À cette époque, l'enseignement était surtout lié à l'Église. Moines et clercs étaient les gardiens du savoir, recopiant des manuscrits, étudiant le latin et conservant les idées du passé. Mais Paris avait un avantage unique. Elle devenait une vraie ville, et avec les gens qui se rassemblèrent sur l'île de la Cité et le long de la Seine, les idées circulaient avec les marchandises. Des écoles et petits centres d'apprentissage commencèrent à apparaître, souvent attachés aux églises. Modestes au départ, ils plantèrent les graines de quelque chose de beaucoup plus grand. Un des premiers exemples d'enseignement organisé fut l'école cathédrale de Notre-Dame. Les professeurs ne se contentaient pas de faire des cours magistraux. Ils débattaient, questionnaient et encourageaient les élèves à réfléchir par eux-mêmes. Un grand changement par rapport à la mémorisation mécanique. De jeunes hommes des régions alentours affluaient à Paris, attirés par la chance d'étudier auprès de savants reconnus dans toute l'Europe. C'est fascinant de penser que même dans les rues boueuses et surpeuplées du Paris primitif, les gens étaient déjà concentrés sur quelque chose d'aussi abstrait et ambitieux que le savoir. Ces premières écoles étaient plus que de simples salles de classe. Elles formaient des communautés. Les élèves vivaient souvent ensemble, partageaient leurs repas et apprenaient autant les uns des autres que de leurs professeurs. Le latin était la langue principale, ce qui rendait l'éducation surtout accessible à ceux ayant déjà un peu de formation. Pourtant, cette concentration de talent et d'ambition créa une effervescence autour de Paris qui attira progressivement encore plus de savants, écrivains et penseurs. L'essor de l'apprentissage à Paris entraîna aussi de nouvelles idées sur la vie urbaine. Les étudiants avaient besoin de logements, de repas et de livres, ce qui favorisa le développement d'auberges, marchés et librairies à proximité. Peu à peu, les quartiers commencèrent à refléter cette énergie intellectuelle. Les rues autour des écoles s'animèrent de discussions, débats et échanges d'idées. C'était un mode de vie très différent de celui façonné par les marchés ou les palais. Ici, le cerveau comptait autant que le muscle. Ce qui est remarquable, c'est que l'apprentissage parisien ne resta pas confiné au clergé. Progressivement, des savants laïcs commencèrent à enseigner la philosophie, le droit et la médecine. Ces études séculaires ajoutèrent une nouvelle dimension à la vie intellectuelle de la ville. À la fin du XIIe siècle, l'Université de Paris émergeait, institution formelle qui influencerait l'Europe pendant des siècles. Les étudiants ne se contentèrent pas d'apprendre, ils façonnaient l'identité de la ville. Et même si nous parlerons plus tard de Notre-Dame et de l'influence royale, il est important de noter que l'éducation devenait silencieusement une pierre angulaire du pouvoir parisien. La diffusion du savoir stimula aussi la curiosité et l'innovation. Les manuscrits étaient copiés, des bibliothèques construites, et les professeurs expérimentèrent de nouvelles méthodes d'enseignement. Les débats pouvaient devenir vifs, les rivalités se formaient, et les idées circulaient d'un coin à l'autre de la ville. Paris devenait un lieu où le savoir comptait, où la réflexion était valorisée, et où l'ambition trouvait sa place. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de Paris comme centre de culture et d'apprentissage, souvenez-vous que tout a commencé avec de petites écoles dans une ville qui découvrait encore ses rues, ses murs et ses marchés. Moines, savants et premiers étudiants jetèrent les bases de siècles de développement intellectuel. L'intelligence, le débat et la curiosité devinrent aussi partie intégrante de Paris que la Seine ou ses remparts. La ville apprenait à penser, et ce faisant, elle façonnait les esprits qui allaient façonner l'histoire. La construction de Notre-Dame, les secrets de la cathédrale iconique. Vous l'avez vue en photo, au cinéma, peut-être même en vrai, cette cathédrale imposante, presque surnaturelle, qui se dresse fièrement sur l'île de la Cité. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Notre-Dame n'a pas été construite juste pour impressionner. Elle a été édifiée pour prouver quelque chose, que Paris était destiné à devenir le cœur spirituel et culturel de la France.
et l'histoire de sa construction est pleine d'ambition, d'erreurs, de génie et d'un peu de mystère. Revenons au XIIe siècle. Paris croissait rapidement, les marchés prospéraient, la population augmentait et l'apprentissage était en essor. La ville devenait importante, mais n'avait pas encore de monument à la hauteur de son statut. Alors, en l'an 1163, l'évêque Maurice de Sully décida de changer cela. Il voulait construire une église qui ferait lever les yeux et se sentir humble, une passerelle entre la terre et le ciel. C'était un projet colossal, un bâtiment plus haut, plus grand et plus complexe que tout ce que la France avait connu jusque-là. Et rappelez-vous, pas de grue, pas de machine, pas d'électricité. Chaque pierre était taillée, transportée et posée à la main. Il fallut près de 2 siècles pour achever la cathédrale. Imaginez, ceux qui commencèrent à y travailler ne vécurent jamais pour l'avoir terminée. Des générations entières naquirent, vieillissaient et mouraient alors que la construction continuait. Le design était révolutionnaire. C'était l'époque où l'architecture gothique commençait à émerger. Arcs pointus, arcs-boutants, vitraux qui faisaient se resplendir la lumière comme des bijoux liquides. Les célèbres arcs-boutants n'étaient pas décoratifs, c'était une prouesse technique. Ils permettaient des murs plus fins, des plafonds plus hauts et des fenêtres immenses, transformant la pierre lourde en quelque chose de presque flottant. Et ces gargouilles perchaient le long des toits. Elles ne n'étaient pas que décoratives. Elles servirent de gouttières, éloignant l'eau des murs. Bien sûr, leur visage monstrueux avait aussi une fonction symbolique, effrayer les esprits maléfiques. Il faut imaginer ce que cela représentait au XIIe siècle, dans un monde plus sombre, plus silencieux et plein de superstitions. Probablement efficace. À l'intérieur, Notre-Dame était conçue pour inspirer l'émerveillement. La lumière traversant les vitraux n'était pas juste belle, elle représentait la présence divine. Pour ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, ces vitraux étaient leur Bible. Les scènes de saints, prophètes et anges racontaient des histoires que les mots seuls ne pouvaient transmettre. C'était un outil pédagogique, un sermon en couleurs et en vers. Mais Notre-Dame n'était pas seulement religieuse, c'était aussi une démonstration de pouvoir. L'Église voulait montrer sa domination, et la monarchie montrait l'unité entre couronne et foi. Paris devenait rapidement la capitale des deux, et la cathédrale symbolisait ce partenariat. Lors des couronnements ou grandes célébrations, Notre-Dame était la scène. En temps de crise, c'était le refuge des habitants. Comme toute grande histoire, il y eut des revers. Au fil des siècles, Notre-Dame affronta incendie, vandalisme, négligence et même des reconstructions qui faillirent dénaturer son caractère médiéval. Pendant la Révolution française, elle fut dépouillée et transformée en entrepôt. Pendant un temps, on crut à la fin d'une époque. Puis vint le XIXe siècle, et Victor Hugo. Son roman « Notre-Dame de Paris » raviva l'amour du public pour la cathédrale. Les Parisiens prirent conscience de ce qu'ils avaient failli perdre. D'immenses restaurations suivirent, dirigées par l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, qui nous donna la version de Notre-Dame que nous connaissons aujourd'hui, avec sa célèbre flèche. Et oui, quand cette flèche tomba lors du tragique incendie de 2019, ce fut comme perdre un morceau d'histoire à nouveau. Mais le plus étonnant, c'est que même en ruine, Notre-Dame rassembla les gens. Les dons affluèrent du monde entier, et les travaux de restauration commencèrent presque immédiatement. Cet esprit de foi et d'unité qu'il avait bâti des siècles auparavant renaissait soudain. Le véritable secret de Notre-Dame ne se cache pas dans ses murs ou ses reliques. Il réside dans ce qu'elle représente, la détermination de ceux qui croyaient que beauté, habileté et dévotion pouvaient défier le temps. Chaque pierre fut posée par quelqu'un qui savait qu'il construisait quelque chose d'éternel. Les rois capétiens. Comment la royauté a façonné une nation? Commençons par une question simple. Comment une petite ville médiévale en difficulté devient-elle le cœur politique d'un pays entier? La réponse se trouve dans une dynastie qui a commencé discrètement, sans éclat, mais qui allait façonner la France pendant des siècles, les rois capétiens. Lorsque le premier capétien, Hugues Capet, accéda au pouvoir à la fin du Xe siècle, Paris n'était pas encore une grande capitale royale. Elle se remettait à peine des ravages des raids vikings et des années de règne instable. Les Carolingiens, qui avaient autrefois fait de Paris le siège du pouvoir, déclinaient rapidement, et le royaume avait besoin de quelqu'un pour rassembler les forces. Entré en scène, Hugues Capet n'avait ni l'apparence ni le charisme d'un empereur, mais il comprenait quelque chose de bien plus précieux. Comment construire le pouvoir lentement et intelligemment.
Contrairement aux souverains précédents qui tentaient de contrôler de vastes territoires par la force, Hugues Capet commença modestement. Sa véritable force résidait dans son domaine natal, la région autour de Paris. Ce n'était pas grand-chose au départ, juste un territoire connu sous le nom d'Île-de-France, mais il était stable. À une époque où le reste de l'Europe sombrait dans le chaos féodal, cette stabilité était précieuse. La grande décision de Hugues n'était pas une conquête spectaculaire, mais stratégique. Il fit de Paris sa base de pouvoir. Ce n'était pas la plus grande ni la plus riche des villes, mais elle était idéalement située, au centre du royaume, reliée par la Seine et facile à défendre. Depuis là, il pouvait contrôler les routes commerciales, surveiller ses rivaux et étendre lentement son influence. Pas à pas, les Capétiens transformèrent Paris d'une ville survivante en centre de pouvoir. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne réussirent pas par des guerres incessantes ou des batailles spectaculaires. Leur force résidait dans la constance. Chaque génération bâtissait sur les fondations de la précédente. Au lieu de diviser le royaume entre les fils, ce qui avait détruit d'autres dynasties, les Capétiens transmettaient tout à un seul héritier. Cette simple décision permit à leur pouvoir de croître tandis que d'autres s'effondraient. Paris commença alors à se transformer. Sous des rois comme Philippe Ier, Louis VI et Louis VII, la ville attira savants, marchands et artisans. La présence du roi assurait la sécurité, et là où le roi allait, l'opportunité suivait. La scène universitaire en plein essor commença à fleurir à cette époque, et l'idée de Paris comme cœur de la France prit vraiment forme. Puis vint Philippe II, surnommé Philippe Auguste, et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Si Hugues Capet avait posé les fondations, Philippe fut celui qui construisit la première véritable version médiévale de Paris. Il agrandit considérablement les terres royales, reprit des territoires aux Anglais et fit de Paris une véritable capitale. Il ordonna même la construction de nouvelles murailles, pas les premières de l'histoire de la ville, mais les plus significatives à ce moment-là. Ces murs envoyaient un message clair. Voici le siège d'un royaume fort et uni. Il ne s'arrêta pas là. Philippe assainit les rues, fit paver les voies et soutint la création du Louvre. Pas encore palais ni musée, mais forteresse destinée à protéger la ville croissante. Il est surprenant de penser que ce qui allait un jour abriter la Joconde commença comme un bastion militaire. Ce qui distingue vraiment les Capétiens, c'est leur compréhension de l'importance de l'image. Ils liaient la monarchie à la foi, commanditant églises et cathédrales pour rendre leur règne légitime et béni. Notre-Dame, commencée sous le règne de Louis VII, devint le symbole de cette unité, un monument proclamant « Le roi gouverne sous le regard du Tout-Puissant ». Bien sûr, tout le monde n'aimait pas le pouvoir royal. L'Église revendiquait souvent l'autorité spirituelle sur les rois. Les seigneurs locaux résistaient à payer des impôts ou à céder leur indépendance. Paris connut sa part de tensions politiques à cette époque. Pourtant, les Capétiens firent toute preuve de patience. Ils jouaient aux échecs politiques, toujours en anticipant plusieurs coups à l'avance. Au XIIIe siècle, grâce à des rois comme Louis IX, dit Saint Louis, Paris était pleinement transformée. La ville disposait de tribunaux, de marchés, d'écoles et d'une administration fonctionnelle. La monarchie n'était plus seulement un homme sur un trône, elle était un système. Louis II apporta justice et ordre, et les habitants faisaient davantage confiance aux tribunaux royaux qu'aux cours féodales locales. Cette confiance renforça la monarchie comme jamais auparavant. En fin de compte, ce que les Capétiens construisirent n'était pas seulement un royaume, c'était un modèle pour la France. Ils donnèrent au pays un centre stable, une identité claire et une capitale incarnant pouvoir et progrès. Le véritable héritage des Capétiens, ils ne se contentèrent pas de régner depuis Paris. Ils firent de Paris la scène où la France naissait. Les rues, les forteresses, les cathédrales, l'idée même d'une nation unie. Tout commença avec leur ascension discrète mais déterminée. Secret des guildes, les artisans qui contrôlèrent les rues. Imaginez une rue du Paris médiéval. Pas la ville romantique d'aujourd'hui, mais une ville vivante, bruyante, pleine de fumée et d'énergie humaine. L'air vibre de sons, marteau frappant l'enclume, scie mordant le bois, le sifflement de teintures bouillantes, le murmure des affaires conclues. Chaque bâtiment semble respirer. On pourrait penser que le roi gouverne Paris, ou peut-être les évêques, mais si l'on regarde de plus près, ce sont les guildes qui tenaient vraiment les rênes. Ces artisans contrôlaient non seulement ce que les gens achetaient et fabriquaient, mais aussi le fonctionnement même de la ville. Les guildes étaient le système nerveux de Paris médiéval, des mains invisibles qui faisaient tourner la ville.
Il existait des guildes pour presque tous les métiers imaginables. Boulanger, boucher, forgeron, chandelier, charpentier, maçon, orfèvre, cordonnier, tisserand, tailleur, brasseur et bien d'autres. Chacune avait ses propres règles, traditions et hiérarchies. Pour les étrangers, elles pouvaient sembler de simples associations professionnelles. Mais à Paris, elles étaient de véritables royaumes dans le royaume, chacune protégeant ses secrets, sa fierté et son pouvoir avec rigueur. Entrer dans une guilde n'était pas chose facile. Tout commençait dès l'enfance. Des garçons de 10 à 12 ans étaient envoyés vivre chez des maîtres comme apprentis, souvent aux frais de leur famille. Pendant des années, ils travaillaient du lever au coucher du soleil, balayant les sols, allant chercher outils et matériaux, et apprenant lentement le métier par observation. Ils n'acquéraient pas seulement une compétence, ils intégraient une communauté. Les apprentis dormaient sous le toit de l'atelier, mangeaient à la table de leur maître et suivaient ses règles. La discipline était stricte et les erreurs coûteuses, mais la récompense au bout du chemin était précieuse. L'adhésion à la guilde signifiait appartenance, stabilité et, un jour, indépendance. Après plusieurs années, un apprenti pouvait devenir compagnon, un terme signifiant littéralement travailleur journalier. Les compagnons voyageaient de ville en ville, travaillant chez différents maîtres et perfectionnant leur art. Ils apprenaient non seulement la technique, mais aussi le style. Chaque ville avait sa signature. Les orfèvres parisiens étaient réputés pour leur élégance et leur précision, tandis que les charpentiers se distinguaient par leur conception complexe. Ces artisans transportaient idées et innovations à travers l'Europe, tout en protégeant jalousement les secrets de leur guilde. La méthode d'un maître pour mélanger une teinture, tremper un métal ou cuire un pain parfait était gardée plus précieusement qu'un trésor royal. Pour devenir maître artisan, ouvrir sa propre boutique et marquer ses produits de son signe personnel, il fallait créer un chef-d'œuvre. Ce n'était pas qu'un terme, c'était un test. Les anciens de la guilde examinaient le travail et jugeaient s'il répondait à des normes quasi impossibles. Certains échouaient plusieurs fois, d'autres ne réussissaient jamais. Mais ceux qui y parvenaient obtenaient l'équivalent médiéval de la liberté. Ils pouvaient enfin apposer leur nom sur leur œuvre. Paris prospérait grâce à ce système. Ses produits devinrent des symboles de qualité. Acheter du cuir ou des bijoux parisiens garantissait la perfection. Cette constance instaurait la confiance à travers l'Europe. Même la famille royale dépendait des guildes pour armes, vêtements, meubles et nourriture. L'Église aussi faisait appel à elle pour construire les cathédrales, forger les cloches et fabriquer les vitraux. Chaque pilier de Notre-Dame, chaque sculpture de sa façade, chaque fenêtre étincelante était l'œuvre des guildes. Ces artisans n'étaient pas seulement des travailleurs, ils formèrent une force politique. Les guildes détenaient un immense pouvoir collectif. Elles décidaient qui pouvait ouvrir une boutique, fixer les prix et vendre des produits. Elles pouvaient fermer l'accès à un étranger du jour au lendemain. Vendre du pain à Paris, passant l'approbation de la guilde des boulangers. Ouvrir une forge. Mieux valait que les forgerons vous apprécient. Dévier des règles, et la guilde pouvait vous exclure de tous les marchés. Même le roi réfléchissait à 2 fois avant de les contrarier, car elle pouvait paralyser l'économie de la ville en un instant. Ce contrôle faisait également des guildes une force stabilisatrice. Elles maintenaient la qualité, réglèrent les conflits et soutenaient leurs membres en cas de difficulté. Si un artisan était blessé ou mourait, la guilde prenait soin de sa famille. Funérailles, soutien des veuves, éducation des orphelins. À une époque sans systèmes sociaux, les guildes jouaient le rôle de syndicats et de réseaux de protection sociale. Elles donnaient identité et dignité à la classe laborieuse. Pourtant, elles avaient leurs défauts. Le pouvoir engendre la fierté, et la fierté peut mener à la corruption. Certaines guildes devenaient exclusives, fermant l'accès aux nouveaux venus ou exigeant des frais exorbitants. Elles gardaient jalousement leur savoir, refusant de partager des techniques qui auraient su bénéficier à d'autres. Rivalité et affrontements éclataient parfois entre guildes. Boulangers et poissonniers se disputaient les droits de marché. Tisserands et tailleurs s'affrontaient pour le contrôle des étoffes. Les rues devenaient des champs de bataille, non de sang, mais d'affaires. Malgré les conflits internes, les guildes maintenaient Paris en fonctionnement durant ces périodes les plus difficiles. Famine, sièges, épidémies, elles organisaient la distribution alimentaire, réparaient armes et bâtiments, fournissaient bougies pour les églises. Chaque catastrophe rappelait à la ville sa dépendance envers ses artisans silencieux. Leur influence dépassait l'économie. Chaque guilde avait un saint patron,
Saint-Honoré pour les boulangers, Saint-Éloi pour les orfèvres, Sainte-Anne pour les charpentiers, etc. Lors des fêtes, les membres défilèrent dans les rues avec bannières et chants, offrant des dons à leurs églises. Une journée de fierté et de culte où les rues leur appartenaient. Même le roi admirait, conscient que ses artisans bâtissaient réellement sa ville. À l'intérieur des ateliers, l'atmosphère était intime et humaine. Les maîtres formèrent les apprentis avec patience et rigueur, parfois avec douceur, parfois avec autorité. Les compagnons partageaient repas et conversations, rêvant parfois de leur propre boutique. L'air était parfumé de copeaux de bois, de métal chauffé et de pain frais, l'odeur du travail honnête. Ces lieux mêlaient créativité et discipline, transmettant le savoir silencieusement de génération en génération. Avec le temps et la montée du pouvoir royal, l'influence des guildes diminua. L'ouverture du commerce au XVIe et XVIIe siècle affaiblit leur emprise, mais leur héritage perdura, fierté du métier, contrôle de la qualité et concept d'apprentissage continu. Tout provient de ces guildes médiévales. À leur époque, elles étaient bien plus que des travailleurs. Elles étaient l'épine dorsale d'une ville en mouvement, en construction, cherchant la perfection. Elles façonnaient le paysage, l'économie et la culture parisienne. Pas de couronne ni de trône, mais le pouvoir d'un marteau, d'une aiguille et d'un ciseau. Aujourd'hui encore, en traversant les rues étroites de Paris, les boulangeries, parfumeries et ateliers qui subsistent portent leur héritage. Leur esprit, la quête incessante de maîtrise, perdure dans chaque main d'artisan, chaque objet façonné, chaque démonstration de savoir-faire. À Paris médiéval, le vrai pouvoir ne portait pas toujours une armure ou des robes. Parfois, il portait un tablier de cuir, un marteau, et construisait le monde, chef-d'œuvre après chef-d'œuvre. La vie dans les ruelles, lutte quotidienne des histoires de rue. Le Paris médiéval n'était pas une ville de larges boulevards, de cafés ou de places tranquilles. Ses rues étaient étroites, sinueuses et souvent encombrées de gens, charrettes et animaux, tous essayant de se frayer un chemin. Ces ruelles étaient le lieu de vie, de travail et de lutte des Parisiens ordinaires, remplis de bruit, de mouvement et d'énergie. La vie était un flux constant, dicté par la nécessité, la survie et un fort sens de la communauté. Les journées commençaient tôt. Au lever du soleil, les marchés s'ouvraient et les rues s'animaient de marchands portant pain, fromage, légumes et bois de chauffage. Les vendeurs s'interpellaient pour attirer l'attention, tandis que cochons, vaches et chèvres circulaient librement. Les enfants couraient entre jambes et charrettes, aidant aux courses ou jouant dans les interstices du chaos. La vie quotidienne était désordonnée, épuisante et imprévisible. Après la pluie, les rues se transformaient en boue difficile à traverser. Les habitants apprenaient à s'adapter, planques de bois, ruelles cachées ou contournements pour éviter les pires passages. Le logement était exigu et rudimentaire. La plupart des familles vivaient dans des maisons à colombage avec toit de chaume, parfois dans une seule pièce. Le bétail était souvent sous le même toit, ajoutant odeur, bruit et nécessité constante de vigilance. Le feu constituait un danger permanent. Malgré ces conditions, les habitants formèrent des communautés soudées, conseils, alertes au danger, entraide lors des inondations, incendies ou maladies. Ces ruelles, bien que chaotiques, étaient aussi le lieu d'une vie sociale intense, créant des liens et un sens de responsabilité partagée. Les marchés étaient le cœur de cette vie quotidienne. Les étals débordèrent dans les rues, vendant pain, légumes, outils et textiles. Le marchandage n'était pas qu'une compétence, mais une nécessité. Savoir reconnaître un prix juste ou un vendeur malhonnête pouvait décider du repas du jour. Certaines rues étaient renommées pour certains métiers, concentrant boulangers, bouchers et cordonniers, afin que chacun sache où se procurer ce dont il avait besoin. Les odeurs, sons et énergie des marchés animaient les ruelles, même quand la boue et la saleté dominaient. La criminalité et la sécurité étaient des préoccupations constantes. Voleurs et pickpockets fréquentaient les rues bondées. Des groupes de surveillance informels s'organisaient parfois la nuit, mais la vie restait imprévisible. Bagarres, incendies soudains et autres urgences pouvaient survenir à tout moment. La vigilance, l'ingéniosité et la résilience étaient essentielles à la survie. La survie quotidienne nécessitait flexibilité et collaboration. Femmes, hommes et enfants combinaient tâches domestiques et métiers pour répondre aux besoins de la famille. Le travail ne s'arrêtait jamais, et la frontière entre maison et travail était floue. Le rythme de la ville dictait le rythme de la survie. Malgré les difficultés, les ruelles étaient vivantes,
remplie d'histoires, d'artistes de rue et de musiciens. Fêtes et festivals offraient un répit, inondant les rues de musique, danse et couleurs. Même dans un environnement dominé par la boue et la surpopulation, les habitants trouvaient des façons de célébrer et de partager. Nourriture et eau étaient hors des défis constants. Le pain était la base, complété de légumes, fromage et parfois viande. Les marchés étaient visités fréquemment pour éviter le manque. L'eau provenait de puits ou de la Seine, souvent contaminée. Les maladies se propageaient vite et les voisins devaient s'entraider. Ces gestes communautaires étaient essentiels à la survie. Les animaux étaient omniprésents. Cochons, vaches, chèvres, poules et chats parcouraient les rues. Ils fournissaient nourriture, travail et ressources, mais ajoutèrent également défis et risques sanitaires. La gestion des animaux faisait partie du quotidien et du rythme de la vie et du travail. Les ruelles étaient de véritables écoles de la survie. Les enfants y apprenaient les tâches domestiques, les compétences sociales, la négociation et l'adaptabilité. Observer les marchés, écouter les anciens et interagir avec les étrangers formaient une éducation pratique à la vie parisienne. Communauté et liens sociaux étaient essentiels. Les habitants comptaient les uns sur les autres pour sécurité, conseil et compagnie. Ce cadre étroit et dense développait la résilience et l'esprit d'entraide. Les ruelles n'étaient pas de simples passages, mais des espaces de vie, de travail et d'apprentissage collectif. La vie dans les ruelles médiévales de Paris était difficile, mais pleine de sens, d'énergie et de liens humains. Chaque allée et coin de rue portait des histoires de lutte, d'adaptation et de survie. Les rues façonnaient les habitants autant que les habitants façonnaient les rues. C'est ici, dans le tumulte quotidien et les défis partagés, que s'est construit le fondement de la communauté et de l'identité parisienne. Ces ruelles n'étaient pas de simples passages, elles étaient des lieux vivants, des ateliers et des centres sociaux, enseignant la résilience, la coopération et l'ingéniosité qui allaient penser marquer l'histoire de la ville. La peste en ville, comment la peste noire a frappé Paris. Quand on parle du Paris médiéval, on imagine souvent de grandes cathédrales, des marchés bondés et des savants débattant à la lueur des chandelles. Mais sous toute cette énergie et cette croissance, il y eut un moment où tout s'arrêta. Non pas à cause de la guerre, ni d'une rébellion, mais à cause de quelque chose qu'on ne voyait pas, une peste, une maladie qui rampait dans les rues, faisait taire les rires et laissait la ville suffoquée. Voici l'histoire de la façon dont la peste noire frappa Paris, et comment la ville survécut malgré tout. Tout commença au milieu du XIVe siècle. Paris était alors déjà un centre majeur. Des marchands venaient d'Italie et de Flandre, l'université regorgeait d'étudiants, et des bateaux sur la Seine transportaient des marchandises de ports lointains. La vie était animée, bruyante et pleine de mouvement. Ce mouvement était exactement ce dont la peste avait besoin. La maladie apparut d'abord dans le sud de l'Europe, probablement transportée par des navires venant d'Asie. Quand les rumeurs atteignirent Paris vers 1348, l'infection avait déjà décimé des villes plus au sud. Mais la plupart des Parisiens ne croyaient pas qu'elle pouvait atteindre leur ville. Ils avaient entendu parler de furoncles, fièvre et peau noire, mais ces histoires lointaines ne semblaient pas réelles. Cette illusion s'effondra rapidement. Tout commença probablement avec quelques rats cachés dans des cargaisons venant de Marseille ou de Gênes. Sur ces rats se trouvaient des puces portant la bactérie que l'on appelle aujourd'hui Yersinia pestis. En quelques semaines, les signes étaient partout. Marchands tombant malades au marché, moines s'effondrant dans les monastères, familles barricadant leurs portes par peur. La maladie se propageait si vite que l'on disait qu'on pouvait se coucher en bonne santé et se réveiller mourant. Les symptômes étaient horribles. Les victimes développèrent de fortes fièvres, des frissons et ces célèbres bubons, gonflements sous les aisselles et au cou. Ils noircissaient et suppuraient, donnant à la maladie son surnom macabre, la peste noire. Certains mouraient en 2 ou 3 jours. Il n'y avait aucun schéma, aucun moyen clair de se protéger. Les rues étroites et les caniveaux ouverts de la ville étaient un terrain idéal pour la propagation. À l'été 1348, Paris était en chaos. La population avoisinait 200 000 habitants, l'une des plus grandes villes d'Europe. À la fin de la peste, près de la moitié était décédée. Imaginez, une personne sur 2 disparaissant en moins d'1 an. Les cloches monéroises sonnaient en permanence, non pour célébrer mais pour annoncer la mort. Les cimetières débordaient. Le cimetière des Innocents, au cœur de la ville, devint un cauchemar de tombes empilées, couche sur couche,
jusqu'à ce que l'odeur se répande dans tout le quartier. La peur changea tout. Les médecins étaient impuissants. Ils portèrent des bouquets d'herbes ou des masques à bec remplis d'épices pour bloquer le mauvais air, le miasme qu'ils pensaient irresponsable de la maladie. Les prêtres donnaient des bénédictions, mais eux-mêmes mouraient en grand nombre. Certains croyaient que c'était une punition divine, d'autres pensaient que la peste venait d'étrangers, de lépreux ou de puits empoisonnés. Des boucs émissaires furent désignés et la violence éclata dans certains quartiers. Le roi et une grande partie de la cour royale fuirent à la campagne, laissant la ville se débrouiller seule. Les rues se vidèrent, le commerce s'arrêta et le silence remplaça le bruit habituel. Personne ne voulait toucher argent, marchandises ou même ses semblables. Parents abandonnaient enfants malades, amis cessèrent de se voir. L'amour lui-même fut interrompu par la peur. Pourtant, au milieu de cet enfer, des actes remarquables se produisirent. Moines et religieuses risquaient que leur vie pour soigner les mourants. Les voisins enterraient ceux dont la familiale avait disparu. Quelques médecins, sachant qu'ils ne pouvaient se guérir, refusèrent de partir. L'Église ouvrit ses portes comme hôpitaux et des centres de soins improvisés apparurent à travers la ville. Ces petites actions devinrent les seules lueurs d'espoir dans une cité noyée dans le désespoir. Après des mois interminables, la peste commença enfin à diminuer. Certains attribuèrent cela au changement de saison, d'autres à la miséricorde divine. Quoi qu'il en soit, le nombre de morts ralentit, et les survivants réapparurent timidement au soleil, abasourdis et vidés. La ville était plus calme, plus vide, mais pas morte. La vie recommença, d'une manière ou d'une autre. Paris retrouva un monde différent. Avec tant de morts, de nombreux métiers manquaient de main-d'œuvre. Le travail devint précieux. Les survivants exigèrent de meilleurs salaires, et pour la première fois, les ouvriers ordinaires avaient un levier. Cela déplut aux nobles, mais sema les graines de changements sociaux qui résonneraient pendant des siècles. La foi aussi changea. L'Église, ancrage de la vie quotidienne, avait été incapable d'arrêter la peste. Les prêtres mouraient, comme tout le monde. Les prières restaient sans réponse. Ce doute silencieux ne détruisit pas la religion, mais fissura son autorité absolue. Les gens commencèrent à se tourner davantage vers la science, la médecine et la raison. Idées qui fleuriraient bien plus tard à la Renaissance. L'expérience transforma également la ville elle-même. Paris réalisa que rues surpeuplées et hygiène médiocre la rendaient trop vulnérable. Progressivement, des efforts furent faits pour élargir les voies, gérer les déchets et garder la ville plus propre. Ce n'était pas encore l'hygiène moderne, mais c'était un début, la première indication que la ville pouvait être conçue pour protéger la vie au lieu de propager la mort. Culturellement, la peste noire laissa des traces profondes. L'art et la littérature des décennies suivantes obsédèrent de la mort et le temps. Les fresques d'église montraient squelettes et faucheurs, rappel de la fragilité de la vie. Même les festivals post-peste portaient un nouveau ton, joie, certes, mais aussi gratitude silencieuse d'être vivant. Les témoins de cette période ne l'oublièrent jamais. Les parents racontaient à leurs enfants la grande mortalité. Les survivants portaient un mélange étrange de culpabilité et de fierté. Culpabilité d'avoir survécu alors que tant était mort. Fierté d'avoir enduré ce qui semblait la fin du monde. La peste noire ne fut pas qu'un événement. Elle devint partie intégrante de l'identité parisienne. Des siècles plus tard, face à de nouvelles épidémies, choléra, grippe, la ville se souvenait. Les efforts de santé publique, les hôpitaux et l'idée de quarantaine s'inspirèrent, d'une manière ou d'une autre, des leçons tirées de la peste. La terreur de ces années enseigna à Paris la fragilité de la civilisation, mais aussi la résilience humaine lorsqu'il n'y avait pas d'autre choix. Il est étrange de penser que tant de morts puissent mener à un renouveau, mais c'est exactement ce qui se produisit. De cette tragédie inimaginable naquirent des changements sociaux, culturels et émotionnels. La peste força les Parisiens à reconstruire non seulement leur maison, mais leur identité. Aujourd'hui, en parcourant le Paris moderne, dans les ruelles du quartier latin ou près de l'ancien site du cimetière des Innocents, vous marchez sur des couches d'histoire façonnées par ce moment. Chaque pierre, chaque église, chaque cour a déjà tout vu. Vie, perte et renaissance. La peste noire ne se contenta pas de frapper Paris, elle la transforma. Elle rendit silencieuse une ville pleine de bruit pour que cette même ville se relève avec une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain. Paris ne survécut pas seulement à la peste. Elle apprit d'elle douloureusement, durablement. Et c'est pourquoi elle existe encore aujourd'hui. Savants et copistes,
le pouls intellectuel de la ville. Si vous aviez traversé Paris au XIIe siècle, vous auriez entendu deux sons très différents. D'un côté de la Seine, le fracas des forgerons, les cris des marchands, le roulis des charrettes. De l'autre, à l'ombre de Notre-Dame, le murmure des débats, le grattement des plumes, le faible chant des phrases latines résonnant dans des salles bondées. C'était le son des idées en train de naître, le cœur battant du Paris médiéval. Il est surprenant de penser que la même ville connue pour ses rois et ses cathédrales devint également la capitale intellectuelle de l'Europe. Mais c'est ce qui se produisit. Paris ne construisait pas seulement des murs et des palais, elle construisait des esprits. Et ces esprits allaient influencer le droit, la théologie, l'art, la politique et la science pendant des siècles. Au début du Moyen Âge, l'instruction était rare. La plupart des gens ne savaient pas lire et les livres étaient des luxes réservés aux monastères. Mais Paris avait un avantage, une tradition éducative ancrée dans l'Église. Les écoles attachées à Notre-Dame, à l'abbaye Saint-Victor et à Sainte-Geneviève devinrent les premiers centres organisés d'enseignement de la ville. Ce n'étaient pas encore des universités. Elles étaient dirigées par des maîtres enseignant grammaire, rhétorique et logique, les fondements de l'esprit médiéval. Mais Paris avait quelque chose de particulier. La ville était vivante de questions. Les enseignants ne se contentaient pas de répéter les leçons. Ils voulaient débattre, raisonner, relier foi et logique. Des étudiants de toute l'Europe venaient ici, attirés par cette curiosité vibrante. L'un des premiers maîtres de ce mouvement fut Pierre Abélard, un érudit brillant et rebelle qui transforma Paris en un lieu incontournable pour quiconque voulait penser différemment. Abélard remettait tout en question, y compris l'autorité de l'Église, et ses débats publics attiraient sur les foules. Son histoire n'était pas seulement intellectuelle, elle était passion, controverse, et risque de poser les mauvaises questions au mauvais siècle. Lorsque l'Église condamna certaines de ses idées, il ne céda pas, il argumenta plus fort encore. Cette audace définissait l'esprit académique parisien, repousser les limites, ne jamais se contenter de réponses faciles. Au XIIe siècle, tant de savants étaient regroupés autour des écoles cathédrales qu'ils commencèrent à s'organiser en guildes, à l'instar des artisans. Les maîtres formèrent des associations, les étudiants suivaient, et ainsi naquit ce qui deviendrait l'Université de Paris. Personne n'avait planifié une institution. Elle évolua naturellement à partir du chaos intellectuel de la ville, mais elle devint rapidement l'une des universités les plus respectées du monde. La structure était simple mais efficace. Les maîtres enseignaient, les étudiants débattaient, et l'apprentissage tournait autour de la discussion. La méthode, appelée scolastique, peut sembler aride, mais elle était révolutionnaire. Elle consistait à utiliser la logique pour questionner et comprendre tout, même la foi. Dans une époque de croyance aveugle, c'était radical. Tout cet apprentissage dépendait des livres. À une époque avant l'imprimerie, cela signifiait une armée de copistes. Ces hommes, et parfois des femmes, passèrent leur vie penchés sur des bureaux, recopiant des textes ligne par ligne à la lueur des chandelles. Imaginez la patience nécessaire. Un seul manuscrit pouvait prendre des mois, et une erreur nécessitait de gratter l'encre et de recommencer. Sans eux, aucun de ces savoirs n'aurait survécu. Les copistes travaillaient en petits ateliers ou dans des scriptoria monastiques, créant textes religieux et traités philosophiques. Certains copiaient les classiques, Aristote, Cicéron et autres penseurs anciens redécouverts grâce au contact avec le monde islamique. D'autres se concentrèrent sur la théologie et le droit. Chaque livre était un chef-d'œuvre. Chaque page contribuait à maintenir la lumière du savoir allumée à travers les siècles. L'université transforma Paris bien au-delà des salles de classe. Les quartiers autour des écoles, en particulier la rive gauche, le quartier latin, devinrent une communauté animée de maîtres, étudiants et marchands de livres. Les rues résonnaient de latin, la langue universelle du savoir. Les libraires vendaient des parchemins et encre, les tavernes servèrent de salles d'études, et les débats se prolongèrent dans les rues. L'éducation faisait partie de la vie quotidienne. Les étudiants venaient de partout, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, souvent avec peu plus qu'une couverture et un rêve. La vie était difficile, chambres exiguës, repas partagés, études du matin au soir. Mais ils n'étaient pas là pour le confort. Paris offrait quelque chose qu'aucune autre ville ne pouvait offrir, l'accès aux meilleurs enseignants et aux meilleures idées. Un étudiant ici pouvait transformer sa région entière. Quant aux enseignants, ce furent de véritables célébrités. Leur réputation dépassait largement la France.
Des figures comme Thomas d'Aquin, ayant enseigné à Paris, influencèrent la philosophie européenne pendant des générations. L'université de Paris était si respectée que pape et roi sollicitaient son avis sur des questions majeures. Quand débats théologiques ou politiques éclataient, les savants parisiens étaient consultés. Le pouvoir intellectuel de la ville était immense, mais tout n'était pas paisible. La vie académique pouvait être aussi politique que la cour royale. Les étudiants faisaient grève contre l'Église ou les autorités locales. Les disputes entre clercs et citoyens dégénéraient parfois en violence. Au XIIIe siècle, une bagarre entre étudiants et taverniers déclencha des émeutes nécessitant l'intervention du roi. Ces conflits, bien que désordonnés, montraient chez l'importance de l'éducation. Elle n'était pas seulement tolérée, elle comptait suffisamment pour provoquer des protestations. La combinaison de la recherche et du travail des copistes donna à Paris quelque chose qu'aucune autre ville n'avait, la continuité. Guerres et changements de souverains ne stoppèrent pas le rythme intellectuel. Les livres étaient copiés, les idées débattues, le savoir transmis de génération en génération. Il n'est pas exagéré de dire que la Renaissance, explosion artistique et scientifique ultérieure, fut possible grâce à des villes comme Paris, ayant préservé et développé le savoir humain au Moyen Âge. L'économie de la ville en bénéficia aussi. Le commerce du livre prospéra. Parcheminiers, relieurs et enlumineurs trouvèrent un travail stable. Les riches commanditaient des manuscrits magnifiquement illustrés, transformant le savoir en art et en commerce. Le savoir avait pris de la valeur, littéralement. Un manuscrit bien copié pouvait être échangé, prêté ou même utilisé en garantie d'un prêt. Au XIVe siècle, la réputation intellectuelle de Paris était inégalée. Ce n'était pas seulement un centre d'apprentissage, c'était le modèle. Les universités européennes copièrent sa structure, ses méthodes d'enseignement et ses protections juridiques pour les savants. Les rois régnaient depuis leur palais, mais dans l'esprit de beaucoup, Paris régnait depuis ses salles de classe. Au cœur de tout cela se tenaient les copistes, gardiens silencieux et infatigables du savoir. Ils ne portèrent ni couronne ni armée, et la plupart de leurs noms sont oubliés. Mais leurs mains façonnèrent sur l'histoire autant que tout roi. Sans eux, les mots d'Aristote, Augustin ou d'Aquin auraient pu disparaître. Sans eux, Paris aurait perdu sa voix. Ce qui rendait Paris vraiment remarquable n'était pas seulement son intelligence, c'était sa vie. Son énergie venait de l'échange constant d'idées, du choc des opinions, de la conviction que pensée importait. La ville ne se contentait pas de préserver le savoir, elle le faisait avancer. C'est ce qui fit battre son pouls intellectuel au cœur de l'Europe, un pouls qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Même aujourd'hui, en marchant dans le quartier latin, près de la Sorbonne et des anciennes rues universitaires, on peut presque sentir ce battement encore présent. Le murmure d'une ville ayant appris, il y a longtemps, que les idées sont la chose la plus puissante qu'une cité puisse produire. Église contre couronne, les jeux de pouvoir religieux dévoilés. Si vous aviez traversé le Paris médiéval un matin ordinaire, vous auriez entendu le pouvoir avant de le voir. Les cloches résonnaient des tours, les prêtres chantaient en latin, et les messagers galopaient dans les rues boueuses avec des ordres royaux scellés à la cire. La ville vibrait d'autorité, divine et humaine, sacrée et politique. Mais derrière cette harmonie, il y avait tension. Tous le savaient. Église et couronne partageaient la même ville, les mêmes habitants, et même le même Tout-Puissant, mais tiraient constamment dans des directions opposées. Ce n'était pas une simple rivalité, c'était une guerre invisible qui façonnait loi, morale et la notion même de qui gouvernait la France. Les rois prétendaient régner par la grâce du Tout-Puissant, tandis que l'Église proclamait « Nous parlons pour le Tout-Puissant ». Problème évident, quand deux puissances croient parler pour le ciel, la terre devient leur champ de bataille. Au début, l'Église détenait l'avantage. Au haut Moyen-Âge, les évêques parisiens n'étaient pas de simples hommes en robe. C'étaient des géants politiques. L'évêque de Paris possédait plus de terres et de richesses que de nombreux nobles. Les cathédrales n'étaient pas seulement des lieux de culte, elles étaient des forteresses d'influence. Chaque sermon, fête et confession publique rappelait qui détenait les âmes. Dans un monde profondément religieux, cela signifiait le contrôle. Même les rois s'inclinaient devant le pouvoir de l'Église. Ils avaient besoin de prêtres pour bénir leur mariage, d'évêques pour oindre leur règne et de monastères pour consigner leur héritage. Une couronne sans l'Église était vide. Un roi n'était vraiment choisi que si l'huile touchait son front, au nom du Tout-Puissant. L'Église, en quelque sorte, créait les rois. Mais avec la richesse et la complexité croissante de Paris, un changement s'opéra. La dynastie capétienne, montée au Xe siècle,
bâtit une base de pouvoir stable. Il régnait depuis l'île de la Cité, aux côtés de l'Église, mais avec astuce. Ils comprirent que si la foi façonnait les cœurs, l'argent et la loi façonnaient le monde. Peu à peu, par mariage habile, taxes et bureaucratie, ils renforcèrent leur emprise, non par rébellion ouverte, mais par contrôle discret. Au XIIe siècle, Paris prospérait. Commerce, apprentissage et construction foisonnaient. Les tours de Notre-Dame s'élevaient vers le ciel, symbole de majesté divine et rappel de la richesse de l'Église. De l'autre côté du fleuve, les premiers travaux du Louvre indiquaient que la couronne était prête à défendre sa grandeur. La ville semblait unie, mais c'était une compétition silencieuse de prestige et de loyauté. L'Église tenta de maintenir son avantage par l'influence intellectuelle. L'Université de Paris devint son arme maîtresse, un lieu formant théologiens, philosophes et futurs leaders ecclésiastiques. Dans ces amphithéâtres, débats sur péché, vertu et autorité faisaient rage. Mais ces mêmes salles formaient aussi conseillers royaux, juristes et diplomates au service du roi. La frontière entre pouvoir religieux et politique s'effaçait à chaque génération. Des rois comme Philippe Auguste tirèrent parti de cette situation. Il respectait l'Église publiquement mais la minait discrètement. Il développa les tribunaux royaux, taxait les biens ecclésiastiques et nommait des officiels répondant à lui, non à Rome. Son message était subtil mais clair. La France pouvait être fidèle et souveraine, loyale envers le Tout-Puissant, mais pas gouvernée par les prêtres. Le conflit culmina au début du XIVe siècle avec Philippe IV, dit le Bel. Intelligent et impitoyable, il ne s'inclina pas devant les papes. Quand Boniface VIII exigea que tous les rois se soumettent à l'autorité papale, Philippe riposta avec audace. Il accusa le pape de corruption, exigea des procès et interdit aux prêtres français d'envoyer de l'argent à Rome. Europe et monde observèrent, stupéfaits. Il n'en resta pas au mot. Il envoya des hommes saisir le pape en Italie, un acte choquant. Boniface fut battu et humilié. Libéré plus tard, le mal était fait. Le pape mourut peu après, et Philippe triompha. Pour la première fois, un monarque défia ouvertement la papauté et gagna, bouleversant l'équilibre européen. En 1309, il força le pape suivant à transférer la cour papale à Avignon, sur sol français. Temporaire, cette situation dura près de 70 ans. L'ombre de la couronne française s'étendit sur le monde catholique. La suprématie de Rome faiblit, et Paris devint capitale officieuse de la chrétienté. Certains parlaient de faveur divine, d'autres murmuraient « captivité ». L'autorité morale de l'Église commença à s'éroder. Face à sa richesse, ses palais et ses alliances politiques, beaucoup se demandèrent « servent-ils le Tout-Puissant ou eux-mêmes » La corruption du clergé, les indulgences et le luxe suscitèrent alors des murmures de mécontentement, annonçant la réforme. Paris, jadis joyau de la foi, devint le miroir des splendeurs et des défauts de l'Église. Pourtant, même triomphants, les rois avaient besoin de l'Église. Conquérir des armées ne suffisait pas, il fallait conquérir les consciences. Si les gens cessèrent de croire au règne divin, rébellion et chaos suivaient. Ainsi, les deux parties dansèrent ensemble. L'Église bénissait guerres et couronnements, et la couronne protégeait clercs et jours saints. Une alliance fragile, née de nécessité, non de confiance. Dans le quotidien des Parisiens, ce duel se manifestait subtilement. Prêtres et collecteurs royaux imposaient chacun leur loi, tous deux revendiquant légitimité divine. Foi et droit étaient deux faces d'une même pièce, frappées par des mains rivales. L'ironie était cruelle. Servir le Tout-Puissant tout en nuisant au peuple était la norme. Taxes, guerres et procès pour hérésie touchaient ceux que l'on prétendait protéger. Humilité proclamée, grandeur affichée. L'Église construisait des flèches, les rois élevaient des palais scintillants. Chaque structure visait le ciel, mais projetait son ombre sur la ville. À la fin du Moyen Âge, le conflit s'adoucit, mais ne disparut jamais. Cathédrales et bannières royales demeuraient, et Paris resta la scène de ce drame éternel. Église et couronne coexistaient, non en égaux, mais en partenaires d'un mariage compliqué. Ils se battaient, se réconciliaient, complotaient, mais aucun ne pouvait exister sans l'autre. Peut-être est-ce là le secret de la résilience médiévale de Paris. La ville n'était pas animée par la paix, mais par la tension, le va-et-vient du pouvoir spirituel et temporel. Ce conflit créait équilibre, affinant autorité et vision des deux côtés. En fin de compte, aucun ne l'emporta vraiment. Les rois conservèrent de leur couronne,
l'Église son influence. Ensemble, ils bâtirent une ville capable de parler deux langues, céleste et terrestre. De ce duo fragile naquit Paris, ville de foi et de rébellion, de prière et de politique, où droit divin et ambition humaine coexistaient et définissèrent le cœur du royaume. Révolte dans les rues, quand les Parisiens se sont rebellés. Le Paris médiéval n'était pas seulement une ville, c'était un ensemble vivant de quartiers, marchés, ruelles et places publiques, peuplés de gens essayant de survivre dans le chaos. Et s'il y a une chose dont les Parisiens médiévaux ne se privaient pas, c'était de se faire entendre. Quand la vie devenait intenable à cause de taxes élevées, de pénuries alimentaires ou d'injustices, les rues se transformaient en bien plus que de simples passages. Elles devenaient des arènes de protestation, de résistance et parfois de révolte ouverte. Les conditions d'agitation étaient ancrées dans la vie quotidienne. Les Parisiens ordinaires vivaient dans des maisons souvent surpeuplées et dangereuses, en bois et chaume, vulnérables aux incendies. Les ruelles étaient étroites, sinueuses et boueuses, surtout après la pluie. L'assainissement était minimal, les déchets coulant à même les rues. Les marchés, essentiels à la survie, étaient bruyants, bondés et souvent chaotiques. Imaginez devoir acheter du pain pour votre famille en bousculant animaux, chariots et vendeurs hurlants. Dans un tel environnement, les tensions pouvaient facilement éclater et de petites irritations se transformaient rapidement en conflits majeurs. L'un des principaux déclencheurs de révolte était la taxation. Rois et autorités locales exigèrent de l'argent pour financer guerres, défense ou construction de palais, alors que les bénéfices pour le peuple étaient minimes. Les Parisiens devaient payer, quel que soit le sacrifice. Lorsque les collecteurs arrivaient, de petits groupes se faisaient entendre, refusèrent de payer ou les confrontèrent directement. Ces actes de défiance pouvaient se propager rapidement. La nouvelle circulait de marché en marché, de rue en rue, et bientôt des centaines de personnes occupaient les rues, transformant une protestation mineure en véritable manifestation. L'organisation jouait un rôle surprenant dans ces soulèvements. Les chefs émergeaient, souvent des guildes, associations d'artisans et de commerçants déjà influents dans leur quartier. Les guildes contrôlaient des biens essentiels comme le pain, la viande ou le tissu, leur donnant un levier sur les citoyens et les autorités. En soutenant le peuple, elles donnaient structure et élan aux révoltes. Barricades faites de chariots, tonneaux et meubles pouvaient bloquer les ruelles étroites, transformant les rues familières en forteresses temporaires. La connaissance intime de la ville était cruciale, les ruelles cachées et raccourcies permettant de déjouer les gardes et d'organiser des retraites sécurisées. La pénurie alimentaire était un autre moteur majeur. Le pain, aliment de base, était particulièrement sensible aux crises. Mauvaise récolte entraînait flambée des prix. Les émeutes de la faim étaient fréquentes, foules saisissant boulangeries, pillant greniers ou forçant les autorités à distribuer des provisions. Ces actions n'étaient pas des vols aléatoires, elles protégeaient la communauté de la famine. Tout le monde comprenait les enjeux. Ne rien faire signifiait la fin pour des familles entières. Les rues devenaient alors non seulement des lieux de protestation, mais des lignes de vie. La violence pouvait éclater, mais elle n'était pas toujours aveugle. Pierres, bâtons et armes improvisées étaient fréquents, mais aussi barricades organisées, marches et occupations de bâtiments stratégiques. Fumée ou feu pouvaient créer des distractions offrant un avantage aux émeutiers. La ville elle-même, ruelles étroites, ponts et recoins, devenait outil et scène. La connaissance locale compensait souvent l'absence d'armes ou de soldats se former. Chaque ruelle était une opportunité, chaque place un lieu de rassemblement et de stratégie. L'autorité tentait de répondre, rarement avec succès. Gardes ou chevaliers envoyés pour réprimer la révolte se retrouvaient face à des foules grandissantes. Bruit, mouvement et nombre rendèrent la tâche difficile, et les répressions sévères déclenchaient souvent encore plus de résistance. Certaines révoltes obtenaient réduction des taxes, restitution de biens ou concession des officiels. D'autres étaient brutalement réprimées, mais même dans la défaite, le message était clair. Les Parisiens ne pouvaient être ignorés, et leur capacité à s'organiser et agir dans les rues était redoutable. Les tensions sociales structuraient également ces soulèvements. Les plus riches jouissaient de sécurité et d'influence, tandis que ouvriers, artisans et pauvres subissaient la pression économique. Lorsque ces groupes s'unissaient, ils formaient une force difficile à contrôler. Les guildes jouaient un rôle central, non seulement en dirigeant les manifestations, mais aussi en fournissant nourriture, réseaux de communication et conseils stratégiques.
Ces révoltes étaient de véritables démonstrations du pouvoir collectif des communautés urbaines face à l'injustice. Les révoltes de rue n'étaient pas seulement une question de survie, elles constituaient une manière de revendiquer son influence dans une ville contrôlée par rois, nobles et fonctionnaires. Les Parisiens n'étaient moins pas des observateurs passifs, ils façonnaient tous leur environnement. La connaissance des ruelles, des ponts et des habitudes des gardes leur donnait les outils pour défier efficacement l'autorité. C'était une leçon de pouvoir civique, donnée dans la boue, la sueur et les cris. Au-delà de la politique et de la survie, ces révoltes façonnaient la culture urbaine. Les foules qui traversaient marchés et places véhiculaient idées, nouvelles et rumeurs aussi efficacement que les canaux officiels. Alliances et rivalités de quartiers émergeaient, et les rues devenaient des réseaux vivants de communication et résistance. Festivals, fêtes et rassemblements communautaires se mêlèrent là parfois à ces moments de révolte, fusionnant vie quotidienne et événements extraordinaires. Dans les ruelles de Paris, vie, travail, protestations et célébrations s'entremêlaient. Enfin, ces révoltes laissèrent une empreinte durable dans l'esprit de la ville. Les habitants comprirent que l'action collective pouvait provoquer le changement, que même les gens ordinaires avaient une voix, et que les rues étaient des espaces d'influence autant que les palais. Ruelles étroites, chemins boueux et places bondées devinrent des arènes, où courage, stratégie et persévérance comptaient plus que rang ou richesse. L'identité de Paris comme ville de citoyens actifs et engagés s'est forgée ici, bien avant que la ville soit connue pour ses rois, savants ou sa culture. En somme, les révoltes du Paris médiéval n'étaient pas seulement une affaire de taxes ou de pain. Elles affirmaient la présence du peuple. Elles prouvaient que les habitants pouvaient agir, influencer les décisions et défendre leurs moyens de subsistance. Les rues n'étaient pas de simples passages, elles étaient arènes, salles de classe et centres communautaires à la fois. Chaque barricade, marche ou cri contribua à façonner le caractère de la ville, laissant un héritage de participation civique qui résonne bien au-delà des ruelles boueuses du Moyen-Âge. Fêtes médiévales, art, musique et culture cachée. Si vous pouviez pénétrer dans le Paris médiéval pendant une seule journée, vous seriez surpris de sa vitalité. Oubliez l'image sombre du Moyen-Âge, un monde de saleté, d'obscurité et de labeur sans fin. Oui, la vie était dure, mais les Parisiens savaient leur s'évader. Ils savaient célébrer. Et lorsqu'ils le faisaient, ce n'était pas une simple fête. C'était une explosion urbaine de sons, couleurs, nourriture, musique et espièglerie, capable de transformer une semaine ordinaire en événement mémorable. Les fêtes à Paris n'étaient pas des extras optionnels. Elles faisaient partie de la vie. Pour ceux qui travaillaient 6 jours sur 7 du lever au coucher du soleil, ces jours de fête étaient de l'oxygène. Tous participaient, marchands, moines, boulangers, tailleurs et même mendiants. Lorsqu'une fête commençait, les règles habituelles s'effaçaient. L'air changeait, le bruit changeait. L'excitation se faisait sentir des heures avant que la célébration n'atteigne votre rue. Cloches résonnant sur la Seine, drapeaux flottant sur les tours, marchés transformés en carnaval. La plupart des fêtes avaient des origines religieuses, le calendrier de l'Église régissant le temps. Presque chaque mois comportait une fête de saints ou une célébration sacrée. Ces jours-là, boutiques et tribunaux fermaient, et même les maîtres les plus stricts accordèrent de congés à leurs ouvriers. Le jour de la Saint-Denis, par exemple, honorait le patron de la ville. Les rues menant à la basilique se remplissaient de pèlerins portant des cierges et chantant des hymnes. Les prêtres défilaient dans des processions solennelles, tandis que les foules jetèrent des pétales de fleurs. Après la prière, l'ambiance changeait. On mangeait, buvait et dansait sur les places publiques. La ville passait d'une dévotion sacrée à la joie pure en un battement de cœur. Il y avait aussi des fêtes moins sacrées qui rendèrent l'Église nerveuse. La plus célèbre était la fête des fous, célébrée chaque nouvel an, renversant l'ordre social. Les gens ordinaires se déguisaient en prêtres ou évêques, parodiant l'autorité. Dans les grandes églises, ils chantaient des chants ludiques, voire absurdes. Un évêque fou pouvait prêcher des sermons pleins de plaisanteries sur le clergé. Aujourd'hui, cela peut sembler irrespectueux, mais à l'époque, c'était une soupape sociale permettant de libérer les tensions. Pendant cette journée, le rire dominait Paris. Les fêtes du 1er mai étaient également un moment fort. À l'arrivée du printemps, les gens décoraient maisons et rues, dansaient autour de mâts fleuris et chantaient l'amour, la nature et le renouveau. Jeunes hommes et femmes allaient à l'aube à la campagne pour cueillir branches et fleurs,
revenant en défilés colorés. Les étudiants de l'Université de Paris participaient souvent, transformant l'événement en concours de créativité et d'esprit. Vers et pièces courtes, parfois moqueries codées envers les autorités locales, art, musique et critique sociale en un seul geste. La musique était omniprésente. Les jongleurs des rues, artistes itinérants, animaient sur ponts, tavernes et marchés. Chansons et potins circulaient par eux, comme une version médiévale des youtubeurs, amuseurs, reporters et comédiens à la fois. Troubadours et ménestrels chantaient histoires de chevaliers et d'amour, réelles ou inventées. La célébrité se gagnait par chansons et non vidéos diffusées de ville en ville. L'art débordait également dans la rue. Marionnettes, peintres vendant icônes miniatures, artisans exposant leur savoir-faire. Le théâtre public était populaire. Spectacles sur des estrades improvisées ou charrettes ambulantes attiraient chaque fois de nouvelles foules. Les pièces n'étaient pas seulement religieuses, elles incluaient la comédie, satire et humour burlesque. Les Parisiens aimaient rire, parfois avec un humour surprenant et incisif. Et la nourriture. Pendant les fêtes, odeurs de viande rôtie et vin épicé emplissaient l'air. Boulangers proposaient pâtisseries au miel et aux noix. Marchands de vin sortaient leur meilleur fût. Même les plus pauvres pouvaient se régaler. Poulet rôti, pain frais, fruits secs. Les repas partagés rappelaient que la vie méritait d'être célébrée, même dans la difficulté. L'Église entretenait une relation complexe avec ces festivités. Elle rapprochait les gens par la foi, mais souvent trop animée. Trop de vin, de rire et de liberté. Quelques clercs tentèrent de les interdire sans succès. Les Parisiens avaient besoin de ces moments, soupapes de soulagement face à la pauvreté, la maladie et la guerre. Sans joie, les populations cédaient. Ces fêtes préservaient et diffusaient également la culture. Marchands et voyageurs apportaient de nouvelles chansons, danses et arts. Un marchand italien pouvait introduire un air qui se répandait dans les tavernes parisiennes. Un artisan flamand enseignait une technique de peinture nouvelle. Avec le temps, les célébrations devinrent un creuset d'influences, françaises, latines, germaniques et arabes, par le commerce méditerranéen. La créativité parisienne naissait de ce mélange. Chaque fête était une forme de mondialisation avant l'heure. Ces fêtes construisaient du lien social, gens de tous horizons, étudiants, boulangers, forgerons, nobles, se retrouvaient, chantant et riant ensemble. À une époque où les classes sociales restaient séparées, les fêtes brouillaient ces frontières, même pour un jour. La mémoire de cette union soutenait le reste de l'année. Face aux catastrophes, peste, famine, guerre, les fêtes revenaient toujours. Elles symbolisaient la survie. Après des mois de peur et de perte, entendre la musique revenait comme une preuve que la vie continuait. Les mêmes places autrefois silencieuses redevenaient animées et colorées. Les fêtes rappelaient que même après l'obscurité, la lumière revenait. Au fil des siècles, certaines traditions évoluèrent ou disparurent, mais l'esprit subsista. Aujourd'hui encore, il se perçoit dans les musiciens de rue à Montmartre, les foires d'été et les terrasses animées. L'âme des fêtes médiévales n'est jamais morte, elle a simplement trouvé de nouvelles formes. Les fêtes médiévales n'étaient pas que divertissement, elles exprimaient identité, créativité et espoir, transformant la vie ordinaire en histoire partagée et jetant les bases émotionnelles de la ville. Paris comprit tôt que art, musique et rire n'étaient pas des luxes, c'étaient des moyens de survie. Ainsi, en pensant au Paris médiéval, n'imaginez pas seulement des cathédrales froides ou des ruelles sombres. Visualisez lanternes sur la Seine, flûtes résonnant entre maisons à colombages, foules dansant tard dans la nuit. Voilà la culture cachée de Paris médiéval, une ville qui trouvait la joie au milieu des épreuves et qui savait que la célébration était sa plus forte résistance. Paris, la puissance, politique, tribunaux et contrôle. Parlons du pouvoir, pas celui qui brille sur les champs de bataille ou scintille en or, mais du pouvoir discret qui dure des siècles, celui qui se cache dans les décisions, les documents, les réunions derrière des murs de pierre. Au haut Moyen Âge, ce type de pouvoir avait trouvé son foyer, Paris. Ce qui n'était autrefois qu'une fragile ville au bord de la rivière était devenu le centre du contrôle, le lieu où les rois régnaient, non seulement par les armées, mais par l'administration, les tribunaux et la politique touchant chaque recoin de la France. Pour comprendre comment Paris est devenu une puissance, il faut imaginer ses débuts. Aux premiers siècles médiévaux, les rois étaient des voyageurs, passant d'une forteresse à l'autre sans rester longtemps au même endroit.
L'idée d'une capitale permanente n'existait pas vraiment. Les souverains allèrent là où la nourriture était abondante et où la loyauté locale suffisait à les protéger. Mais au Xe et XIe siècle, cette manière ancienne de gouverner commença à changer, lentement, presque imperceptiblement, et Paris se trouvait au cœur de cette transformation. La dynastie capétienne, à partir d'Hugues Capet, prit une décision simple mais déterminante, rester. Il régnait depuis Paris, combattait depuis Paris, jugeait depuis Paris et surtout planifiait depuis Paris. Cette constance donna progressivement à la ville un pouvoir d'attraction. Nobles, prêtres, marchands et savants voulèrent être proches de l'orbite royale, car c'est là que se trouvait l'influence. Plus on était proche du cercle du roi, plus on pouvait façonner le royaume. Au XIIe siècle, Paris n'était plus seulement une base pratique. Elle se transformait en une machine organisée pour administrer, contrôler et projeter le pouvoir. L'île de la Cité, au centre de la Seine, devint le cœur politique du royaume. Sur cette île se trouvait le palais royal, futur palais de justice. D'abord peu grandiose, plutôt un ensemble de salles fortifiées qu'un palais étincelant. Ces lieux accueillaient l'essentiel du gouvernement de la France. Imaginez la Seine, murs épais résonnant des pas, parchemins bruissants sous la plume des scribes, murmure des arguments légaux devant les juges royaux. Le conseil du roi se réunissait ici pour discuter guerre, taxes et conflits entre familles puissantes. Chaque affaire touchant la stabilité du royaume, de la plainte d'un paysan à la rébellion d'un noble, pouvait trouver son chemin jusqu'à ses chambres. Paris était devenu le lieu où les décisions se faisaient respecter. Le grand changement vint avec l'essor des tribunaux royaux. Avant la consolidation capétienne, la justice était locale, désordonnée, inégale et souvent violente. Chaque seigneur jugeait sa région selon ses relations personnelles plutôt que selon des lois. Mais Philippe d'Auguste et Louis IX, Saint-Louis, voulurent autre chose. Ils comprirent que la justice pouvait devenir un outil de contrôle puissant. Ils développèrent le système judiciaire royal, établissant ce qui devint le Parlement de Paris. Ce n'était pas un parlement moderne, sans vote ni parti, mais la plus haute juridiction du royaume. On pouvait y faire appel depuis n'importe quel point du royaume. Si un seigneur local rendait un jugement jugé injuste, la partie perdante pouvait aller jusqu'à Paris. Ce droit d'appel ne donnait pas seulement de l'espoir aux citoyens, il conférait à la justice royale une autorité sur toutes les autres. Cela transforma tout. La couronne n'était plus un symbole lointain, elle intervenait directement dans la vie des gens. L'idée que la justice du roi était plus fiable que les tribunaux féodaux locaux fit de Paris la source ultime de justice, ou du moins son image. Louis IX joua sur cette réputation, réputé pour entendre les plaintes sous un arbre de son jardin, jugeant comme humble serviteur de Dieu plutôt que monarque distant. Que ces récits soient exagérés ou non, ils fonctionnaient. Les gens croyaient que le roi se souciait et que Paris était le lieu où la vérité se trouvait. Cette montée de la justice royale entraîna également la montée de la bureaucratie, et c'est là que Paris commença vraiment à vibrer. Les rois ne pouvaient pas lire toutes les pétitions ou décider de chaque affaire personnellement. Ils firent appel à des professionnels, clercs, scribes, avocats et juges. Ces hommes instruits, souvent formés à l'université de Paris, maîtrisaient le latin, la loi et la tenue de dossiers précis, compétences rares et précieuses dans un monde médiéval encore en reconstruction. Au palais, la chancellerie gérait les documents royaux, chartes, décrets, correspondances. L'échiquier suivait taxes et recettes. D'autres bureaux s'occupèrent des fournitures militaires, des nominations ou des concessions de terres. L'administration royale transformait Paris en centre bouillonnant d'énergie politique. Chaque nouvelle couche gouvernementale nécessitait des officiers, clercs et messagers. Les rues étroites se peuplèrent désormais de gens vivant du papier plutôt que de la charrue. Au XIIIe siècle, si vous passiez près du palais, vous auriez vu ce monde en mouvement. Hommes portant parchemins roulés, messagers courant entre bureaux, pétitionnaires attendant dehors, avocats répétant leurs plaidoiries. Ce n'était pas un travail glamour, mais il avait du pouvoir. C'était ainsi que les royaumes étaient vraiment gouvernés, non sur le champ de bataille, mais derrière des bureaux. L'Église, elle, n'était pas ravie. Avec ses propres tribunaux et lois, elle n'aimait pas que les juges royaux s'immiscent dans la foi ou la morale. Les conflits, excommunications, affrontements légaux et débats publics forcèrent les deux parties à clarifier leurs droits et limites. De cette friction naquit une compréhension plus nette du pouvoir royal et de ses frontières.
Les nobles non plus n'étaient en ont pas contents. Depuis des siècles, ils régnaient sur leurs terres comme bon leur semblait. Paris édictait désormais lois et jugements, limitant leur indépendance. Taxes standardisées, privilèges féodaux remis en question, inspecteurs royaux parcourant la campagne. Paris n'était plus seulement capitale, mais centre de contrôle. Cela donna un avantage à la France sur d'autres royaumes médiévaux. Alors que d'autres souverains dépendèrent de la loyauté personnelle ou de la force brute, la monarchie française avait quelque chose de plus sophistiqué, la structure. Lois, archives et tribunaux rendèrent le royaume plus solide que n'importe quel homme seul. À la fin du XIIIe siècle, le Parlement de Paris était plus qu'un tribunal. Il incarnait la conscience du royaume. Ses décisions fixaient des précédents qui influenceraient le droit français pendant des siècles. Même les rois ne pouvaient les ignorer totalement. L'équilibre entre autorité royale et tradition judiciaire devint une caractéristique de la France. La ville elle-même continuait de croître autour de ce pouvoir. Tavernes, auberges et commerces entourèrent le palais et le tribunal. Les quartiers se peuplèrent d'avocats, clercs et étudiants. Les potins politiques circulèrent des couloirs du pouvoir aux rues, qui bénéficiaient de la faveur royale. Quels cas étaient annulés, quelles taxes circulèrent en rumeurs. Paris devenait la capitale médiévale par excellence, administrative, judiciaire et sociale. Au XIVe siècle, l'Europe entière reconnaissait Paris comme exceptionnelle. Plus qu'une résidence royale, elle était un système gouvernemental efficace. La volonté du roi, écrite et scellée à Paris, atteignait les villages à des centaines de kilomètres. Même les ennemis de la France admiraient l'efficacité de ce réseau. Le cœur de cette histoire est là. Paris ne devint puissante ni par sa taille ni par sa richesse, bien que celle-ci vînt plus tard. Elle le devint parce qu'elle apprit à gérer le pouvoir. Les plumes des clercs, les voix des juges, les décisions dans des chambres sombres. Voilà les outils qui bâtirent un royaume. Quand on appelle Paris le cœur de la France, il ne s'agit pas seulement de beauté ou d'histoire, il s'agit de ce moment, quand une petite ville insulaire apprit à penser pour une nation. Quand lois et tribunaux, politiques et administrations firent de Paris plus qu'une ville, un esprit, un système, une force façonnant la France pour des générations.